Eh ben, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Comme je le dis à chaque fois, on a arrêté de compter. Là, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi même, qu'on se retrouve tous les mois, tous les 15 du mois. Et donc aujourd'hui, on a une nouvelle invitée. Donc Christelle, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Julien. Et puis bonjour. Bonjour. Salut. Donc la particularité du podcast, c'est que souvent, ça fige un peu la première, les premiers échanges qu'on a en vrai, parce que des fois, on s'est juste parlé comme ça, mais là, ça va être voilà, première fois qu'on discute vraiment et on fiche ça, donc c'est un exercice. Voilà. Comment tu te sens par rapport à ça, Christelle? Moi, c'est pas la première fois que je suis invité à faire des podcasts et j'avoue que j'aime bien. Surtout quand on me pose des questions, c'est plus naturel en fait d'avoir des interviews comme ça quand j'ai des humains en face de moi que de parler toute seule pour faire une vidéo sur YouTube. Donc non, j'aime assez le format. Donc je ne sais pas par où on va commencer, on va voir, et puis on verra où ça nous mène. Euh, Moi, je sais que Christelle, moi, ce qui m'intéresse déjà, toi, dans ton parcours, alors ça va pas être une interview classique, puisque nous, le principe du podcast, c'est on va échanger sur plein de sujets perso, pro, enfin, on verra. Comment on se laissera guider par ce qui vient. Euh, si tu vois, je sais que Manon et Sam, ils aiment bien cette question-là, mais si tu devais être présenté comme tu as envie de le faire, tu ferais comment, Christelle? Bon, en fait, je suis une nana assez cool, hein, 50 balais. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai créé ma boîte en 2005. Je voulais élever mes enfants, en profiter un maximum, parce que la vie passe vite. Et puis, je me suis mise à 200% dans le monde du business. Et de gérer la famille à côté, ça n'a pas été simple. Donc, il y a eu surtout un bel oubli de soi pendant les premières années. Et ce qui était intéressant en 2020, là, je me suis dit non. Là, on va vraiment penser à soi. Et c'est là qu'a commencé vraiment je veux dire, pas ma deuxième vie, mais une compréhension de la fragilité de la vie. Qu'est-ce Et qui t'a fait comprendre ça? Là. en fait, j'avais 45 ans en 2020, parce que là, j'ai fêté mes 50 ans le mois dernier. Et en fait, ton corps physique, il absorbe du stress, il absorbe le travail. Tu veux te prouver des choses. J'avais pas forcément aussi conscience de tout ce que je faisais de mes journées. Et en fait, comment je pouvais m'épuiser, mais le stress me tenait. Et en 2020, il y a eu ce fameux confinement. Et là, je me suis dit, ah là, qu'est-ce qui va se passer avec mon chiffre d'affaires? Donc, j'ai pris d'autres business pour être sûr d'avoir de l'argent. En fait, je crois que j'ai explosé mon chiffre d'affaires en 2020, mais j'ai fait des heures de folie. Et mon corps, pendant un temps, il s'est mis à vibrer comme ça. Et là, j'ai senti que c'était la limite, il fallait pas faire plus. Et c'est là que tu prends conscience comme je dis, de la fragilité de la vie, du corps. Et nous sommes des êtres humains et nous sommes des êtres assez fragiles. Et quand tu as 25 ans, tu as l'impression que tu es immortel. Et au fur et à mesure que tu vieillis, que tu as des enfants, parce que il y a eu aussi une famille recomposée, 4 enfants à élever, toute l'énergie que tu mets pour éduquer aussi les enfants, et en même temps toute l'énergie que tu mets pour suivre tes clients, tu te dis, il va falloir en garder pour soi. Et il arrive un moment où, en fait, l'énergie qui sort, elle devient, en tout cas pour moi, de moins en moins importante. Et je garde de plus en plus mon énergie au fur et à mesure que je vieillis. Et c'est cette année, en 2025, j'ai eu des problèmes de santé. Et là, j'ai vraiment pris conscience de la valeur de la vie. Et il y a eu une vie avant, et là, il y a une nouvelle vie qui démarre. Et enfin, je m'éclate toujours, en fait. Mais quand tu arrives à la cinquantaine, ce que je trouve intéressant, c'est cette prise de conscience. De se dire, t'as plus de temps à perdre, tout ce qui t'emmerde, t'en veux plus, tu supprimes l'inutile de ta vie. Et en fait, qu'on t'aime ou pas, tu t'en fous. Toi, t'aimes la vie, t'aimes ce que t'es, et puis t'y vas. Et on m'avait déjà prévenu quand j'avais 30 ans en disant, à 50 ans, t'en as plus rien à foutre. Oh, c'est vrai.
Voilà, je viens avec ça, là, pour les premières minutes du podcast. Bah, après, Manon Seb, je veux pas dévoiler, mais bon, oui, il vous reste encore un petit peu avant d'arriver à 50, vous. Bah, il nous reste 15 ans. Bah, faut déjà passer la quarantaine déjà. Ouais. Ouais. Pour le coup, moi, je comprends ce que tu veux dire, Christelle, parce que moi, j'y suis bientôt là. Elle Ouais. me tend les bras là. Et je comprends Et- parce que je suis dans cette démarche-là de qu'est-ce que je fais au quotidien qui me pollue pas, en fait. Qui me pollue plus, en fait. Parce Ah, c'est que clair. enfin, j'ai dit oui à beaucoup de choses où c'était des traquenards, quoi. Mais on apprend, c'est l'expérience de la vie, et c'est pour ça qu'à 50 ans, en fait, notre expérience, ça vaut de l'or. Parce qu'on a un petit œil amusé d'un air de dire, mais je te vois arriver à des kilomètres. Et les jeunes qui arrivent et qui se disent, ah, mais moi, je sais tout, je vais tout fracasser. Ben ouais, mais mon gars, tu vas patauger dans la semoule avant de fracasser quoi que ce soit. Et nous, on n'a déjà pataugé dans la semoule, on a fait déjà du surplace. Donc, c'est ça qu'on peut donner aux autres. C'est ce regard de la vie, cette expérience et gagne du temps. Et, et en fait, je ne m'en rendais pas compte quand j'avais 20, 25 ans. Parce qu'on a le temps, mais à 50 ans, mais tu n'as plus le temps. Moi, je vois, j'ai plein de projets, j'ai plus envie de perdre mon temps. Même les rencontres, je vais regarder des gens, juste quand ils marchent et quand ils parlent, je sais que c'est pas pour moi en fait. Et des fois, je me dis, ça peut être difficile à comprendre quand justement on est dans une position à plus perdre de temps avec qui que ce soit. Ça peut être difficile pour l'autre, mais nous, on n'a plus le temps. Non, je souris parce que ce matin, j'ai reçu un message juste avant d'enregistrer sur Instagram. Parce qu'il y a quelqu'un qui proposait une formation là sur YouTube et puis voilà, il y avait des ressources dispo, donc moi ça m'intéresse, mais enfin, j'y regarderai quand je Quand tu auras le temps. m'organiserai. Et là, je reçois, ouais, est-ce que tu as du temps pour discuter et tout ça? En fait, je réponds ou pas? Parce qu'en vrai, je sais pas que ça à faire, je te connais pas, excuse-moi, mais je Mm. sais que derrière, tu as un truc à me vendre en fait. Je le C'est sais en ça. fait. Alors, c'est pas des amis qui recherchent, ce sont des prospects, des Oui, oui, clients. non, mais après qu'ils le disent directement, dire à un Euh, moment, faisons pas semblant, tu vois. Donc, non, non, je comprends ce que tu veux dire. L'idée de, enfin, on sait de plus en plus ce qui est bon pour nous, quoi. Et c'est surtout notre GPS interne au niveau du ventre. Il sait très très bien nous diriger, notre corps. Et le problème pour certaines personnes, c'est qu'ils ne s'écoutent pas suffisamment. Mais moi, je vois, je m'écoute de plus en plus, mais le gain de temps. Même des fois, je souris parce que le temps est vraiment un allié. Et tu entends par la suite, ah, mais t'as bien fait de pas faire ça parce que bah, moi, je l'ai essayé, puis en fin de compte, j'ai perdu du temps. Mais oui, mais en fait, tu sais, au fur et à mesure, tu sais quand tu avances dans la vie. Est-ce que, Seb, vous êtes déjà dans cette démarche-là? L'âge, ça veut rien dire en fait. C'est plus un état d'esprit. Est-ce que vous êtes déjà un peu dans cette démarche de le temps c'est précieux? Ah bah, complètement, ouais. Eh bah oui, oui, Je te mais laisse depuis. commencer. Bah pourquoi? Bah, pour une fois, parce que Vas-y, d'habitude, c'est vas-y. toujours moi qui parle. Euh, Bah si, et puis moi j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment maintenant que je suis dans cette optique-là, de par ce que j'ai vécu et notamment mes expériences professionnelles quand j'étais pompier, etc. Je vais encore en reparler, désolé, mais forcément quand tu fais 6 ans à Paris en tant que pompier, tu vois pas mal de choses qui fait que du coup ça accélère un peu le tout et tu comprends vite que la vie est hyper importante et précieuse et le temps notamment. Donc et puis en se formant aussi au développement personnel, on apprend aussi à plus se respecter, etc. Et donc forcément, moi j'ai l'impression d'être déjà pas mal avancé. Alors ça se trouve qu'à 50 ans, j'aurai encore un autre déclic. Et là, ça sera encore plus fou. Mais ouais, c'est sûr que moi, ça me drive de toute façon au quotidien pour prendre des décisions. Parce que qu'on ait 35 ou 40 ou 50 ans, le temps il est hyper précieux. Donc si on a la chance de pouvoir faire prendre les bonnes décisions, bah, c'est enfin, en tout cas, Moi, c'est mon point de vue. je m'interroge vraiment sur la poursuite de l'évolution parce que quand je regarde justement il y a 10 ans, donc j'avais 25 ans, là j'en ai 35, je me dis entre 25 et 35, il y a eu un tel Ah changement bah, dans ma manière de vivre et d'appréhender le monde. Je me dis, est-ce que il va encore y avoir quelque chose comme ça après, en fait, hein, parce que quand je vous écoute, c'est sûr que on a le sentiment d'une certaine assise dans la vie. Que ce soit Julien ou toi, Christelle, vraiment, il y a ce truc de, vous savez où vous êtes, vous savez quelle est votre place, vous savez
faire beaucoup mieux la part des choses et savoir quelles sont les bonnes personnes pour vous ou pas et tout. Donc, je me dis, si c'est que ça, finalement, d'apprendre de plus en plus et tout, bah, dans 15 ans, on sera comment, quoi? Ça donne presque hâte de vieillir, en fait. De se dire qu'on gagne des clés comme ça à force. Ça donne une bonne raison, disons. Mais il y a aussi autre chose que j'ai remarqué, on m'en avait parlé, mais à votre âge, je ne le croyais pas. C'est tout ce qui est le corps physique avec les nutriments. En fait, c'est de faire hyper attention à ça. Et moi, à l'époque, on m'a parlé des nutriments, mais j'en ai pas besoin, je mange équilibré, sainement, je fume pas, je bois pas et tout. Mais en fait, bah si, là, ça m'a rattrapé. Et bah, du coup, je prends des nutriments de qualité parce qu'il y a nutriments et nutriments. Et je vois comment mon corps physique me dit, waouh, merci, j'ai moins de stress, j'ai moins de fatigue, mon corps se sent nettement mieux. Donc, il y a vraiment une prise de conscience aussi à ce niveau-là. Et ce qui est fou, c'est que l'être humain, il faut qu'il se prenne un mur pour qu'il se dise, ah, je vais peut-être faire quelque chose. En tout cas, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et de bien vieillir, c'est important. Parce que des fois, les personnes, elles se disent, ah, bah, je vais faire du tuning aujourd'hui, hein, ravalement de façade, ou je vais m'habiller en beau gosse. Mais non, mais ça suffit pas. Le matin, quand on se lève, il faut que notre corps, il nous dise happy, quoi. Et je trouve que le superficiel, aujourd'hui, est très important. Et, euh, et c'est tellement pas ça. C'est ton corps physique, c'est ton dos, c'est tes bras, c'est ta tête, c'est ta peau. Ils sont en train de te dire, ouais, on te kiffe, tu prends soin de nous, quoi. Ouais, quand tu dis le superficiel, c'est tout ce qui est maquillage, enfin, ravalement de façade, hein, c'est ça. Oui, oui, si tu veux. Ouais. Moi, je vois, là, je me suis maquillée pour faire un petit shooting photo ce matin, mais rien que ça m'a gavé. Et Ah je... ouais? Ah ouais, ouais, non, mais Parce ça que m'a nous, tellement... comme on te rencontre là, bah enfin, c'est l'image qu'on a de toi, du coup. Et Oui, moi, mais je me si dis, tu ah, veux, bah dis donc, d'habitude, c'est celle pimpante, tout. J'en mets moins, tu vois, pour les photos, il fallait que ça soit bien. Et si tu veux, moi j'aime les couleurs, j'aime que ça explose. Et pour moi, c'est suffisant d'avoir de la couleur au niveau du tissu et tout, et Mm. d'être bien entouré pour que justement tu aies cette vitalité. Et c'est pareil, tous les artifices pour qu'on ait plus d'énergie, la caféine et tout. Enfin, tout ça, en fait, ça nous fait mal. Quand tu Ouais. parles de nutriments, pardon, c'est juste pour compléter mais, ou avoir des précisions, mais est-ce que c'est quoi, complément alimentaire? Les compléments alimentaires, bah, c'est tout ce qui est magnésium, le zinc. Mais c'est ça, quand tu dis nutriments, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. Ouais. Mm. Ah, parce que ça, c'est très à la mode. Bah, figure-toi que ça fait longtemps que c'est à la mode et ça Enfin, fait ça longtemps. existe depuis longtemps, mais Oui, disons que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en parlent ouvertement. Bon, des fois, je me dis, ouais, ça fait beaucoup de cachets quand même par jour ah, de c'est compléments clair, alimentaires. c'est clair. Et moi, je sais qu'au tout début, quand on me présentait ça, je disais, mais j'en veux pas de tes merdes, en fait. Mm. Et en fait, il y a tellement moins d'apports quand tu manges que ton corps, il est en stress parce qu'il n'a pas tout ce qu'il lui faut. Et c'est ça qui crée aussi un décalage entre ce que tu aimerais être et ce que tu es réellement. Parce que ce que j'ai compris, quand le corps n'a pas tout ce qu'il lui faut, tous les nutriments, il est en stress 24 heures sur 24. Donc l'énergie que tu as besoin pour faire quelque chose, notamment ton job, eh ben, tu mets une grosse partie d'énergie pour que ton corps, en fin de compte, il essaye de tempérer. Et ça, Mais- c'est, enfin, ça, c'est ce que tu dis, c'est prouvé, hein, puisque il parlait justement de la qualité des aliments qui avait baissé. oui, Euh, alors, par chance, puisque j'ai déménagé depuis, il y a un marché avec un primeur. J'y vais tous les samedis et j'ai une cueillette où je vais chercher mes carottes et tout ça moi-même à côté de chez moi. Comment dire? En fait, mais comment ça se fait qu'ils n'avaient pas de goût avant les légumes? Tu vois, ah, c'est ce que je me disais. Je me disais, je pense que là, ce que je cueille, ce que je mange, doit pas y avoir grand-chose de produits dessus pour les faire pousser, parce que vraiment, les pommes de terre, elles ont pas toutes la même taille, les carottes, elles sont toutes biscornues, en les fait, salades, elles sont énormes, enfin, c'est un truc, les tomates, enfin, c'est pas une rien à histoire voir, quoi. de produits chimiques, c'est que le système, on va dire, commercial des consommateurs, on te donne du calibré. Ça veut dire que tout ce qui ne rentre pas dans le calibrage standard est mis au rebut ou en tout cas dans une autre filière.
Au niveau du goût et de la couleur, c'est sûr qu'il y a le jour et la nuit entre ce que tu pouvais peut-être acheter avant et maintenant. Nous, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on est avec un jardin potager. Donc, il n'y a vraiment pas de pesticides. Maintenant, on ne peut pas éviter les pluies acides avec toute la pollution qu'il y a dans l'air. Mais même avec ça, même avec manger de la viande avec des animaux qui sont bien traités et tout ce qui s'ensuit, parce que je fais attention à tout. J'ai plus de four micro-ondes à la maison. Je ne vais pas avoir du jus d'orange, sauf si c'est moi qui fais une orange pressée. Enfin, je pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais pour moi, mon corps, c'est tellement important que tu ne peux pas y rentrer n'importe quoi. Et les rencontres avec les gens, c'est la même chose au niveau de l'énergie. Si tu rencontres des gens qui sont toxiques, il faut dégager ce truc-là. Notre corps est très réactif et très comme des éponges, comme les enfants. Donc, il faut vraiment se préserver et faire que notre environnement soit le plus optimum possible. Et même avec des bons aliments, eh ben, les nutriments, rien que le magnésium, tu sens la différence. Et puis, je peux être désagréable, mais les hormones, les êtres humains sont avec des hormones, hommes comme femmes. Pour la femme, depuis qu'on est réglé, tu as toujours la période hormonale. Et pour les hommes, tu as l'andropause qui arrive. Et en fait, il faut faire absolument attention à ça. L'être humain est vraiment fragile et sensible. Et tout le corps interne, euh, c'est comme si c'était une partition de piano, quoi. À chaque fois que tu appuies sur une touche, bah, c'est à chaque fois que tu fais un pas, c'est à chaque fois que tu manges. Et c'est très important de se connaître. Mm. Moi, ça me parle pour plusieurs points, là, ce que tu as dit. Alors, il y a deux choses. Déjà, par rapport aux personnes, quand avec une personne, la relation, elle est pas saine, Mm. je trouve ça impressionnant comment, effectivement, ça se ressent physiquement. Oui, Moi, pour le coup, ouais, c'est viscéral, quoi. C'est le dos qui se bloque, oui, c'est vraiment des symptômes. C'est aussi bah, de l'agacement, de l'énervement, presque. Moi, dans ces cas-là, je peux même avoir des pensées presque haineuses. Quoi. Je me dis, bon, bah, si en fait tu penses ça des personnes, c'est que c'est des personnes, c'est pas une bonne chose que tu sois en contact avec elles, mais dans les deux sens, en fait. C'est que c'est pas bon pour moi et c'est oui. sûrement pas bon pour elles non plus, en fait. Parce Oui, qu'il y a puis quelque chose en termes probablement d'énergie où ça ne matche pas, quoi. bah, tu as l'énergie, puis des fois, il y a des choses, on n'est pas conscient de nos mécanismes, mais on les voit chez les autres. Et là, Mm. ça vient titiller. Ouais, ça vient frotter un peu là. Voilà, il y a vraiment, à différents degrés où ça peut être agaçant de côtoyer une personne. Mais oui, il faut vraiment préserver son environnement. Et la deuxième chose où je voulais creuser un peu avec toi, c'est par rapport effectivement aux nutriments, aux compléments que tu peux prendre. C'est vrai que je me suis intéressée aussi au sujet récemment, notamment parce que, alors j'ai pas le nom qui vient en tête, mais j'ai suivi une conférence lors du sommet de la productivité. Je sais pas si tu vois Julien. Et en tout cas, c'était une fille qui a fait pharmacie et qui est très renseignée sur tout ça. Et ce Mhm. qu'elle disait, elle, et ce qui est logique, hein, c'est que chaque humain est différent et que la base avant de prendre n'importe quoi, finalement, c'est d'aller vraiment voir qu'est-ce qui nous manque. Et Oui. donc, ma question, c'est est-ce que toi, tu as pu faire des examens pour savoir exactement ce qui te manquait ou est-ce que tu fais un petit peu au feeling, quoi, finalement? Non, en fait, j'ai été voir un bilan fonctionnel, un médecin qui fait Hum, les bilans, enfin, médecin fonctionnel. Elle m'a fait un bilan sanguin, mais hum. même les laboratoires en France n'avaient jamais vu certaines choses. Oups. Et, euh, Bah, et, c'est ça à quoi je et- pense. et C'est ce qui est ce qu'elle intéressant, propose. c'est quand tu vois ton taux de cortisol, quand tu vois l'état de tes surrénales, quand tu vois le manque de vitamine D, quand tu vois beaucoup de choses. Moi, j'étais stupéfaite en fait de voir tout ça. Mm, Et là, depuis le mois d'avril, je prends des compléments alimentaires et je fais régulièrement des analyses de sang mm, pour justement voir l'évolution. Et c'est ça qui est vraiment riche, c'est de se dire, au début, j'allais voir une naturopathe ou une homéopathe, c'est sympa. Sauf que, en fait, mon corps me criait qu'il y avait un problème. Je disais le problème qu'il y avait, on me disait, ah, ben, on va donner ci, on va donner ça. Et quand tu vas vraiment faire des analyses, mm. on n'est plus dans le hasard. Donc, moi, franchement, j'invite les gens à faire des analyses de sang, d'aller voir un médecin fonctionnel,
parce que le médecin traditionnel ne va pas pousser aussi loin. Et là, quitte à faire quelque chose, ben, on le fait. Ça coûte, mais c'est un investissement sur sa santé. Après, J'ai entendu dire que les labos faisaient pas, enfin, c'était parfois un peu compliqué de trouver un labo qui fasse tous les Non, examens. non, en fait, tu passes un peu plus de temps à l'accueil pour qu'il puisse D'accord. chercher les termes et de se dire, c'est quoi? Donc, même mon compagnon, il a fait aussi ces prises de sang-là. Et il m'a dit, mais je suis resté un temps fou à l'accueil parce qu'il ne savait pas ce que c'était, quoi. Ah ouais. Mm. après, Alors, faut trouver en plus, le médecin qui le fait. Parce que le moi, je médecin sais fonctionne. que j'ai changé de médecin là. Et bah, alors, moi, j'ai un traitement pour plein de choses, moi. Donc, moi, je suis déjà suivi tous les trimestres pour diabète, cholestérol, hypertension. Voilà, comme ça, au moins, moi, j'ai le package. Et donc, tous les 3 mois, prise de sang pour voir où ça en est. Mhm. Euh, donc, moi, mon médecin, il est pas fan des antidépresseurs. Oh Et non. j'ai dit, bon, je vais attendre un peu parce que je commence à lui parler de compléments alimentaires. Je pense que le gars, il va faire quoi? Tu vois, on va y aller doucement. Euh, Antidépresseurs, j'en ai, je suis en train de les ralentir. Euh, Mhm. et d'ailleurs, je savais que je pouvais pas arrêter comme ça. Et en fait, j'ai arrêté un peu trop brutalement. C'est-à-dire que j'ai trop espacé. Et du coup, mon humeur, elle a changé. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que, bref, je me suis remis à avoir des sautes d'humeur que j'avais plus du tout et tout. Je me suis dit, waouh, ok, la chimie du cerveau, elle a changé. Euh, c'est un jour sur deux pour commencer, pour stabiliser un peu, mais je sais que je suis, enfin, là, j'en suis conscient qu'il me manque quelque chose. C'est Et du sûr, coup, parce que j'essaye de j'ai manger retrouvé, équilibré, mais il manque toujours quelque chose, en fait. j'ai Donc, retrouvé la personne alors elle est docteure en pharmacie spécialisée en biohacking et micronutrition et Mhm. elle s'appelle Pauline Jumeau. Et Ok. c'est à la lecture de ce qu'elle partage sur LinkedIn et puis dans sa newsletter que j'ai commencé à être un peu sensibilisée au sujet. Bah, Donc, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, ça peut être un premier pas pour avoir des éléments sur ça. Pauline mais Jumeau. tu vois, pour faire une prise de sang, par exemple, il faut que tu aies une ordonnance d'un médecin. Mm. bah, tu vas voir ton médecin généraliste et tu lui Mais il demandes. faut qu'il soit, c'est ce que tu vois, c'est ça, il faut qu'il soit plutôt partisan de ça. Bah, Moi, mon médecin d'avant, j'en avais parlé, elle a dit ah, non, 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 rien à faire. moi, Je fais waouh. j'ai eu de la chance, elle est Donc, ouverte. donc Ouais. c'est déjà compliqué d'avoir un médecin traitant. Maintenant, je sais que ça, c'est un truc. Je sais qu'il manque quelque chose. Je sais pas comment expliquer, je sais pas quoi, mais il manque quelque chose. À un moment donné, tu te dis c'est pas possible de manger correctement. Je cuisine beaucoup, donc il y a très peu de produits déjà tout prêts. Et de te dire, je me lève le matin, je suis fatigué, je dors pas bien. Il y a des trucs, il doit me manquer quelque chose en fait. Je sais pas quoi, mais c'est intuitivement, je me dis il me manque quelque chose. Alors je suis pas fan, je suis le premier à me dire moins j'ai de médicaments, mieux c'est. Malheureusement, les traitements font que j'ai pas le choix. En fait, là, moi, c'est vraiment là, je me suis fait une raison par rapport aux médicaments que je prends pour stabiliser. Euh, Il y a peut-être celui du diabète que je pourrais enlever, que je pourrais réussir à enlever avec de la perte de poids et du sport et tout ça. Ça pourrait, parce que je suis en type 2, donc moi, c'est des cachets, donc ça va. Mais c'est le seul truc. Tous les autres, je pourrais pas, quoi. Ça va être très compliqué, quoi. Peut-être Mais cholestérol, peut-être, mais l'hypertension, c'est foutu, quoi. aller voir un médecin fonctionnel, franchement, ce qui est chouette, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas à droite, ils savent exactement ce qu'il faut faire à gauche, parce qu'ils ont vraiment le mode d'emploi du corps. Et c'est pas, par exemple, le médecin généraliste, il a le mode d'emploi du corps, hein, en général, mais quand tu vas voir un cardiologue, il va pas savoir ce qu'il peut faire pour ton genou, et ainsi de suite. Que le médecin fonctionnel, il peut faire tout en même temps. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si le médecin fonctionnel peut donner des prises de sang. Je Les sais quand labos, c'est très compliqué d'y aller comme ça sans ordonnance, en fait. Ah C'est oui, la non, c'est première clair, question il qu'ils te faut. posent. Ouais. C'est Et, c'est quoi votre prescription? Enfin, ouais. et moi, sur la prescription, il y a quand même, on va dire, un tiers qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mm. Oui, oui, c'est Bon, ça. après, Faut je s'attendre à ce que m'arrangerai, ça. moi. Je Ah non, m'arrangerai parce mais que moi, je suis en ALD, affection longue durée, mm, avec le diabète. En même temps, je pourrais accumuler parce que j'ai de l'hypertension aussi, donc du coup, ça fait deux ALD, mais en ALD, tu as des remboursements, enfin, tu as des trucs pris en charge. Faudra que j'ai rendez-vous bientôt. De toute façon, je mm. sais que c'est prévu que je lui en parle là, bientôt, là.
Dans un mois, j'ai rendez-vous pour le bilan trimestriel et Moi, du coup, j'ai deux médecins. J'ai le médecin fonctionnel et le médecin généraliste. d'accord. Non, mais c'est déjà compliqué de trouver des médecins, Mhm. franchement. Bah, je Euh, sais pas, toi, Christelle, tu es dans quel coin? Parce que vous Moi, parliez de je paix. suis dans l'Oise. La chance que j'ai, c'est que j'ai un médecin au bout de ma rue. Mhm. Et elle est top. Franchement, elle est top. Et le médecin fonctionnel, c'est par visio. Elle est en Belgique. C'est de la recommandation. Donc, je pourrais vous la donner sans problème. Et effectivement, quand elle me fait des prescriptions, bah, il faut que j'en parle à mon médecin. Et vu que j'ai des problèmes de santé au mois d'avril, bah, quand j'allais voir le gynécologue, je lui donnais une partie de la prescription à me faire, et puis ainsi de suite. Mais c'est vrai que pour se soigner en France, je me suis aperçu qu'on est plus sur enlever le problème, mais pas régler le Mhm. problème. Et du coup, quand on enlève le problème, enfin, on croit enlever le problème, mais non. En fait, on traite le symptôme et pas la cause. Merci, je cherchais exactement ça, c'est ça. Et du coup, bah, ça te remet d'autres problèmes, une autre suite de problèmes. Il y a ça, et puis il y a ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi sur le fait que bah, finalement, il y a des normes, hein, comme on voit sur bah, les prises de sang. Tu regardes si tu es dans la norme, sauf qu'en soi, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, on peut parfois bah, finalement tenter de faire des prescriptions et tout, mais qui ne sont pas tellement adaptées à toi si vraiment on va chercher un peu plus loin Bah, dans les analyses, quoi. C'est ça, c'est que ça se limite finalement, j'ai envie de dire, à la première étape de diagnostic. et Bah, puis, tu regardes hein, sur les prises de sang, tu as les normes qui sont sur les côtés là. Ça te Mm. donne des fourchettes de où tu dois être entre les deux. Mm. Déjà, tu te dis, ouf, je suis dans les Bah normes, mais non, moi après, c'est ça mort ne déjà pas, la quoi. première ligne de la glycémie déjà, tu te dis bon, ok, super. mais le Euh, pire d'histoire, c'est limites de valeur. C'est une moyenne de gens qui vont donc se faire faire des prises de sang, donc des gens à la base qui sont malades. Ah, ouais, ça, j'avais pas pensé comme ça, mais Bah, du c'est coup, mon médecin fonctionnel qui m'a expliqué ça. Elle me dit, ces valeurs-là, ce sont des valeurs d'une population qui est malade, qui se fait soigner. Ce ne sont pas des valeurs d'une population qui est en bonne santé. Et là, quand elle m'a dit ça, je fais, waouh, ok. ouais, ça fait réfléchir, hein. Et oui, Et c'est sûr que là, tu as soulevé un sujet, je pense que c'est la première fois qu'on l'aborde aussi mhm. profondément dans le podcast. Donc déjà, c'est merci, super merci pour ça. important. Et autre chose, prenez une prévoyance quand vous êtes à votre compte. Moi, j'ai pris une prévoyance avant de partir au Portugal en me disant, j'en prends une histoire d'avoir l'esprit tranquille. Et cette prévoyance m'a permis déjà d'avoir une compensation quand j'étais malade, parce que pendant un temps, je pouvais vraiment, mais vraiment plus rien faire. Là, la forme revient tranquillement. Et d'avoir la liberté et la légèreté de te dire que tu as une source d'argent qui rentre, même si bah, tu dois prendre soin de toi et moins travailler. Mm. Et je ne pensais pas, alors ça fait des années que j'ai une prévoyance, hein, mais là, aujourd'hui, je pense que ça a été le meilleur investissement de ma vie, quoi. Et le stress n'aide pas à guérir. Mm. Ouais, ça, oui. Donc, plus on va vraiment enlever du stress dans sa vie, plus on va faire en sorte d'avoir des tuteurs, d'être épaulé, d'avoir un soutien moral, psychologique, santé, mais plus on va avancer sereinement. Et je vois, moi, cette personne qui m'aide, le médecin, du coup, mon compagnon, il a vu que ça faisait quelque chose de super positif sur moi, bah, il s'y est mis. Ma puce, qui a 11 ans aussi. Et en fait, les nutriments, on va dire, et de comment notre corps fonctionne, et on n'est pas dans les médicaments, avant d'être vraiment... alors là, moi, je parle que pour moi, hein, je ne donne pas ça pour la terre entière, hein, mais moi, avant de me dire, il faut vraiment que je prenne des médicaments, je me dis, je fais vraiment le maximum, justement, pour que le terrain soit le plus bénéfique possible à ma vie. Donc, d'enlever vraiment la source du problème. Et pas de me dire, ah non, j'ai la flemme et puis mon médecin va me trouver la solution. Non. Comme fumer et boire, c'est du poison. J'ai jamais compris comment ça se faisait que les gens puissent fumer et même la Et
Il dit carrément. pareil, Sébastien, tout le temps. Ouais. Il dit, mais pourquoi? Bon, après, c'est des addictions, donc Mm. moi, je me trouve extrêmement chanceuse de ne pas avoir ce terrain-là addictif, en tout cas Mm. sur ces choses-là. Mais du coup, c'est vrai que je pensais à ça par rapport au fait que souvent, on peut aller se flageller en se disant qu'on ne fonctionne pas correctement parce que, je ne sais pas, admettons, on va pas partir du sujet de la productivité. On n'est pas fier de nous parce qu'aujourd'hui, on n'a pas avancé correctement et tout ça, et on va aller finalement penser que c'est un problème de tête. Sauf que, comme tu disais, en fait, il y a beaucoup de choses. L'essentiel, c'est déjà de partir du corps et que peut-être que si on n'est pas productif, c'est à cause de soucis qui sont pas dans la tête, quoi, qui sont aussi le corps. Bah, en fait, moi, quand je fais des accompagnements pour des dirigeants d'entreprise, on étudie le rythme Ouais. biologique. Le Parce que sommeil, déjà. ouais, déjà, rien que ça, il faut se connaître. Si tu ne Ouais. te connais pas, comment veux-tu optimiser? Mm. Parce que optimiser, ça va être de faire peut-être des micro-siestes, de mieux manger, de s'oxygéner, des choses naturelles. Mais on ne pense pas à ça. On veut être des machines de guerre alors qu'on a un petit cœur fragile et qu'on a besoin de dormir et de respirer. L'être humain, il n'a pas été fait pour passer du temps devant un ordinateur, en fait, Mm. ni à rester assis pendant des heures. Nous, on est fait pour marcher, pour jouer, pour s'amuser, pour être heureux. On n'est pas fait pour être les pires esclaves de la planète. Et en fait, quand on revoit tout ça, moi, quand j'ai des clients qui me disent, ah, mais j'ai l'impression d'être un robot, je me lève, je vais travailler, je rentre, je me couche et je stresse parce que j'ai pas pu faire le travail que je voulais dans la journée. Mais c'est une vie de merde, en fait. Mm. Ah, ben, il faut dire ce qui C'est est. c'est dur, mais Et oui, c'est et je l'ai important de fait, le dire. Ouais. je l'ai fait, je suis passé aussi par là, hein. Je pense Et qu'à tous, à un moment donné, oui, on et tombe dans le piège, finalement. en fait, c'est pas compliqué. À partir du moment qu'on met nos enfants à la maternelle, un petit bout, il est fait pour sauter, pour courir, et on va lui dire pendant 8 heures de rester sur une chaise. Déjà là, il y a un problème. Et puis, ça va être de pire en pire. On va vraiment habituer nos enfants à rester statiques, alors qu'on est fait pour bouger. Et puis, nous, on est fait pour créer, alors qu'on veut qu'on rentre dans des cases. Quand on prend conscience de tout le système éducatif et même du système de la société, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, où on pète un plomb et on nous dit, mais fuck, on n'a plus envie de vivre comme ça. Mais ça, en fait, pour gagner du temps, il faudrait déjà qu'on n'élève pas nos gosses comme ça. Mm. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors là, c'est peut-être un écart de génération, parce que donc là, génération des 35, j'ai l'impression qu'on a déjà un petit peu de mal avec ça et qu'on a un peu plus de mal à rentrer dans le moule. Et la génération suivante, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus conscients finalement et qu'il y a des règles du jeu auxquelles tu n'as pas forcément envie de jouer et qui cherchent à se créer d'autres réalités. Bah, en fait, c'est soit qu'ils sont conscients, soit ils sont en réaction. Mm. Euh, Par exemple, les réseaux sociaux. Ceux qui ont 55 ans, qui ont connu les réseaux sociaux après avoir grandi sans, vont se servir des réseaux sociaux comme un outil de publicité, entre guillemets. Les mômes, les réseaux sociaux, quand on voit un gosse qui est avec un téléphone, il a 2 ans et demi ou 5 ans, bah, là, il n'aura pas du tout le même cerveau qu'une personne 5-6 générations avant, rien qu'au niveau des connexions. Et les générations qui sont plus jeunes que nous, qui ont plus de conscience, ils se sont aussi sortis de ce de ce qu'on donne aujourd'hui facilement, parce qu'ils ont bien compris que quelque part, ce sont des outils qui peuvent nous arranger, mais aussi qui peuvent nous rendre débiles. Et je vois des jeunes, et je suis admiratif, qui ont 20 ans, qui vont se mettre à leur compte, qui ont pris conscience qu'en fait, compte, il fallait revenir à ce qui se passait dans les années 50, être plus proche de la terre, sortir, travailler pour vraiment se nourrir, mais pas pour que ça soit une addiction, parce qu'il y a aussi l'addiction au travail, ou même il y a la reconnaissance. Plus je vais en faire, plus je serai reconnu. Enfin, il y a vraiment un système de valeurs à remettre en place. Les jeunes qui ont compris ça, eh ben, moi, je me dis, mais ils ont tout compris. Ils vont pouvoir travailler et même vivre une vie qui sera merveilleuse. Quand je vois des jeunes qui s'en vont avec leur baluchon faire le tour de la planète,
qui s'en foutent. Ils n'ont pas de crédit, ils n'ont pas de chien, ils n'ont pas une vie amoureuse ou des gosses qui vont les obliger à rester chez eux alors qu'ils n'ont que 25 balais. Ils ont toute leur vie pour vivre. Et là, moi, je me dis, mais c'est magnifique. Parce qu'en fait, ils vont vivre réellement. Parce qu'aujourd'hui, le système, c'est une fois qu'on a un crédit, alors là, on a un beau collier là, ici avec des chaînes et pareil au poignet. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va absolument honorer le crédit, on veut le payer. On veut, en fin de compte, on rentre dans un schéma. Alors, je suis peut-être un petit peu dur et je l'ai eu ce schéma-là, hein. On va se marier, on va avoir deux gosses, on va avoir un chien, le chat, la voiture dans le garage et la baraque. Et une fois qu'on a ça, ben, on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux. Qu'une fois qu'on a obtenu ça, eh ben, il va falloir travailler toute sa vie pour le garder. Et c'est là que ça devient, on va dire, plus compliqué. Alors, effectivement, on est bien content d'avoir un toit, à manger, de la chaleur, et je ne crache sur rien, hein. C'est juste qu'il faut avoir l'état d'esprit d'avoir ce juste équilibre pour pouvoir profiter de tout et se sentir libre et pas se sentir, en fin de compte, pris dans un autre piège. Et certains mômes, je les appelle des mômes, qui ont la moitié de mon âge, ils ont bien compris qu'il y a un temps pour tout, mais il faut aussi en profiter. C'est pas quand on sera à la retraite qu'on va se dire qu'on va en profiter. À la retraite, on fait pas des claquettes, quoi. On va pas, il y en a, oui, mais pas tous. Et puis, il y en a, ils n'auront même pas le temps d'arriver à la retraite. Donc, Bah, il faut écoute, vivre. alors ce que tu dis, Christelle, je peux partager, puisque moi je suis en plein dedans. Puisque moi, mes enfants ont bientôt 25 et 22 du coup, en Ouais, comme moi. 2026. Et du coup, ils sont en plein dedans. Alors, j'ai deux enfants complètement différents, parce que moi, l'aîné, c'est une artiste, hein. Voilà, elle a le goût un peu de l'aventure, puisque du coup, elle est partie en Espagne faire Erasmus sans parler espagnol. Donc, c'est pour dire Pareil. le goût de l'aventure. Et en fait, elle kiffe sa vie là-bas. Ça lui correspond, parce que la vie espagnole, c'est un peu à la cool. Ils prennent le temps de vivre, ça lui va bien. Mais elle a le sens des réalités quand même. C'est-à-dire que ok, il y a quand même un truc, le nerf de la guerre, c'est si tu veux avoir une vie un peu sereine, il faut de l'argent, en fait. À un moment donné, on va dire les choses comme elles sont. Et mon fils, lui, c'est alternance et il bosse. Voilà, là, enfin, ça fait, écoute, là, il y a 3, 4 ans, là, il est en train de faire quatrième et cinquième année, là. Donc, il est en alternance, il bosse, ça lui plaît. Mais à côté, il se met des défis, c'est un triathlète, en fait. Voilà, j'en parle souvent parce que je me dis, à son âge. Passer du foot au marathon, au triathlon, voire là, il est en train de se chauffer pour faire des demi-Ironman. Et donc, à terme, il va arriver à l'Ironman, c'est sûr. Je le connais, il va se challenger comme ça. Euh, ils m'ont toujours connu, puisque moi, c'est pareil, depuis 2005. Donc, ils m'ont toujours connu à mon compte. Et, mon fils m'a dit, moi, je ne serai jamais entrepreneur. Parce que je sais que c'est trop dur, en fait. Et donc, je veux pas avoir cette vie pas stable, où la sérénité, elle est là un mois sur deux, où tu as le stress et tout ça. Et du moins, je veux évoluer dans des boîtes où je suis salarié, mais voilà, ça me va très bien. Et puis bah, ma fille, elle est artiste, alors on verra bien ce qu'elle fait, quoi. Mais je les laisse faire leur vie, en fait. Tu vois, je leur dis pas, faut rentrer dans un moule, faut faire ça. Enfin, ils feront bien ce qu'ils veulent. Tu vois, moi, je serais mal placé pour leur dire, faut rentrer dans des cases, justement. Puisque moi, à bientôt 50, je ne rentre absolument pas dans les cases. Euh, et pour l'anecdote, là, moi, en ce moment, je suis en train de vendre des programmes d'accompagnement. Le closing, comme on appelle, j'aime pas ce mot-là, mais plutôt, enfin, je sais pas comment dire autrement, mais pour situer ce que je fais. Et en fait, le responsable, à chaque fois, il me dit, toi, t'es quand même, t'as pas un profil commun par rapport. Je dis, bah non, en fait, je le sais. Donc il dit, en fait, t'as la posture, tout ça, t'es coach, tout ça, on sent que t'as l'expérience. Et il dit, il va falloir qu'on façonne en fait ta façon de vendre autour de ta personnalité parce que moi tu me donnes un script, bah, c'est mort, laisse-moi tranquille, va te faire foutre avec ton truc, fous-moi la paix, dis-moi la trame puis je m'arrange avec quoi. Donc tout ça, oui, ça me parle. Les réseaux sociaux, tu vois, ils sont dans l'âge où il y en a qui passent des heures. Mon fils, il s'est désabonné de plein de trucs, il a supprimé, il avait Twitter, il a viré, Instagram, il y est une fois de temps en temps. Quand il va à un concert, il met une story. Il est sur LinkedIn, en fait. Il a tout compris. Il poste des trucs sur son aventure d'alternant. Et du coup,
en faisant ça, il a réussi à décrocher. Il a eu une interview du boss de Brico Dépôt qui lui a dit bah, super, félicitations. Bah, évidemment, ils ont un alternant qui reste chez eux, qui parle d'eux. Bah, évidemment, c'est hyper positif pour eux, quoi. Donc, tu te dis bah, cool, c'est bien. Donc, et d'ailleurs, je lui ai dit, c'est bête que t'aies pas envie de faire des podcasts parce que un jeune alternant qui parle à des entrepreneurs justement qui posent des questions un peu différentes, ça pourrait intéresser des grands patrons en fait, de répondre à des alternants en fait, puisque c'est la transmission et qui sont tous là-dessus. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager par rapport aux enfants quoi. Bah, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Mon père était entrepreneur, une instabilité financière, hein, j'ai grandi là-dedans. Et quand il m'a dit, tu te mets à ton compte, j'ai dit, ah non, hors de question. Donc j'ai fait des intérims pour la stabilité. Je gagnais très très bien ma vie en intérim. Mais alors au niveau de tout ce qui était hiérarchie et les actionnaires et tout ce qui s'ensuit, ça par contre, je ne l'ai pas supporté. Donc ton fils, il fera son expérience, il verra ou pas. Et puis c'est pas parce que, et je reprends par rapport à mon expérience, c'est pas parce que mon père il était entrepreneur et que c'était les vaches maigres et que c'était des montagnes russes financièrement. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça, ma vie d'entrepreneur. Moi, c'était assez stable. Ça m'a permis de me former. J'ai un budget, en fait, formation annuelle. Je gagne bien ma vie et ma liberté de pouvoir travailler à l'étranger, de faire ce que je veux, d'avoir gardé mes gosses. Moi, c'était vraiment, en fait, ce qu'il me fallait. Donc, je pense que ça dépend comment on vit son entrepreneuriat, comment on le prend, comment on démarre, et ainsi de suite, en fait. Et puis le métier aussi. Bah tu vois ça, alors je souris quand tu dis tout ça parce que alors, pour le coup moi c'est une aventure hein, depuis 2005. Évidemment il y a eu des très hauts et heureusement il y a eu beaucoup plus de positifs que de murs. Euh, Il y a ce que je dis, hein, toujours, il y a une petite faille spatio-temporelle de 2018 à 2023, parce que le dernier projet était un peu gros, et puis il y a eu plein de contextes économiques qui ont fait que, les gilets jaunes, les grèves, le Covid, qui ont un peu rebattu les cartes. Euh, donc moi, j'ai connu toutes les phases, et les enfants aussi, du coup. Ils ont connu les phases où je me lance, ça se développe, ça explose. Du coup, j'arrive quand même à être là. Je travaille beaucoup, mais je suis là. On part beaucoup en Mhm. vacances. On kiffe, quoi. Franchement, on se fait des kiffs. Mais ça permet de rembourser l'achat de la maison, du studio, de tout ça, de studio Mhm. photo. Euh, et puis après, c'est compliqué, après. C'est-à-dire qu'après, tu prends des décisions de j'arrête de faire de la photo. Et donc, du coup, c'est quoi mes revenus? Bah, en fait, c'est les boutiques. Mais du coup, tu mets l'énergie ailleurs, puis ça marche pas comme tu veux. Et du coup, forcément, d'avoir connu ça se passe bien financièrement, ah, c'est compliqué financièrement. Maintenant que j'ai vendu ma maison, forcément, c'est remonté, c'est revenu. L'espèce de charge mentale du financier. Là, je suis en location. Ah, mais ça me va très bien. On est hyper serein. Tu payes ton loyer et basta. C'est-à-dire que si j'ai envie de me barrer, de changer, dans 3 mois, je suis plus là, quoi. Il n'y a pas de j'attends 28 mois pour vendre ma maison parce que, en fait, je suis propriétaire de machin de. Euh, donc Delphine, ma femme, donc elle était plutôt de ouais, faut qu'on rachète, parce qu'il faut qu'on ait un truc à nous. Tout ça. Et je lui ai dit, écoute, ça c'est le modèle classique que tout le monde nous met dans le crâne. Et c'est ce que tu as dit, faut la maison. Euh, j'ai le chien, les deux chats, la voiture. Pas dans le garage, parce que le garage est sur autre chose, mais il y a plein de trucs où tu vois les choses différemment. Mhm. Euh, et en fait, je disais à Delphine, il y a moyen d'optimiser maintenant qu'on a vendu la maison et qu'on a remboursé pendant 15 ans. En fait, on va récupérer une partie. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Nous, on a besoin d'un peu pour vivre. Elle a son salaire, moi je retravaille un peu, ça nous va, on n'a pas des gros besoins. Juste, il nous faut un peu de sous pour voyager parce qu'on adore voyager. Ouais. Donc ça, c'est un truc où on a fait une pause pendant 5-6 ans. Là, ça recommence décembre, on fait les marchés de Noël en Alsace. Pendant 5 jours, on se fait un kiff là. Ça fait des années qu'on a envie de le faire, on y va. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Ça, c'est des choses, on se dit, ok, on travaille pour ça. Mais tout le reste, on est dans, ok, nous, est-ce qu'on a vraiment besoin? Bon, si on a ce qu'il faut pour vivre au quotidien et se faire plaisir et être là si les enfants ont besoin, le reste, c'est de la transmission en fait. Donc, je suis allé voir quelqu'un qui fait de la gestion de patrimoine. Il a fallu trouver la bonne personne, qui comprend ce qu'on a besoin, qui nous explique bien les choses et tout ça. Et on se dit, ok, donc l'argent va fructifier comme ça.
C'est exactement ça. Et on se dit, bah, en fait, non seulement il va y avoir de la transmission pour les enfants, donc on est en train déjà maintenant, à même pas 50 ans, de dire, OK, je suis dans la transmission de mon patrimoine financier pour les enfants. On le fait de manière plutôt intelligente parce qu'on se dit, le problème souvent, c'est des fois les pièces rapportées, les conjointes, ça qui pose problème dans les familles. J'ai entendu l'exemple hier dans la famille Beckham, le fils aîné, il est brouillé avec son père parce qu'en fait, la femme du fils, enfin, la belle-fille donc de David Beckham, donc la femme de son fils, c'est elle qui a fait qu'il y a eu une embrouille, quoi. Tu dis, en plus, quand j'entends ça, je dis à Delphine, je suis sûr, je suis sûr, c'est sa femme. C'est à cause de sa femme. Histoire de gros sous, de machin. Pas loupé, le journaliste, il dit, bah alors en fait, l'origine de l'histoire, c'est la femme de machin. Je fais, tu vois? Donc on se protège aussi de ça, en se disant, ok, on va dire, on fait confiance à nos enfants, mais on ne sait pas comment leur cerveau peut tourner sous influence. Donc nous, on s'est protégé aussi par rapport à ça. Il En se faut, disant, ouais. ok, la transmission, on va la faire aussi en se protégeant nous, en disant, s'il nous arrive quelque chose. Et puis le notaire, il est marrant, il dit, bah, je vais commencer par vous, parce qu'en général, c'est les hommes qui meurent en premier. Je dis, bah, super, merci. Voilà, mais statistiquement, il a raison en même Ben temps. oui. Mais donc voilà, mais du coup, on s'organise par rapport à ça. Et du coup, ça te donne une vie quotidienne qui est un peu plus légère, quoi. Enfin, tu... Moi, ça me permet de choisir mes combats, entre guillemets, c'est-à-dire je choisis avec qui je veux travailler, je me mets pas d'obligation. Et comme ça fait plus de 20 ans que je suis habitué aux revenus qui montent, qui descendent, et c'est jamais la même chose tous les mois, et il y a des mois à zéro et des mois... Enfin, tu vois, quand j'étais photographe de mariage, je faisais des mois à 5 chiffres, quoi. Ouais. Et des mois à zéro. Non, les mois zéro, ça n'existait pas parce que j'avais mon studio photo. Ok. Non, les mois zéro, ça n'existait pas. Ça, c'est bien. Je m'étais organisé pour que, justement, selon les périodes, voilà, il y avait des pics d'activité sur certains trucs. Et donc, quand il n'y avait plus les mariages, j'avais le corpo, puis enfin, j'avais le studio. Enfin, donc, j'avais jamais de mois zéro. Mais par contre, sur la période avril-octobre, tu as des pics de rentrée d'argent. Si tu gardes pas la tête froide, voilà, laisse tomber, hein. En fait, tu claques tout et tu fais pas gaffe, quoi. Donc, j'ai jamais eu de dette fiscale, jamais eu de dette sociale. À J'ai toujours gérer, payé mes en fait. charges en temps et en heure. Bah oui, parce que tu te dis, OK, alors attends, la TVA, faut pas que je m'emballe, il y a 20%, c'est pas pour moi. Et puis après, à 30%. Donc, en gros, j'enlevais, dès qu'il y avait des rentrées d'argent, il y avait 50% qui étaient mis de côté tout de suite. Comme ça, moi, j'étais sûr que, OK, je pouvais gérer, quoi. Et donc, cette Mm. habitude-là, je l'ai encore maintenant. Je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus simple, qui est l'auto-entreprise, en fait. Et d'ailleurs, quand j'ai relancé, c'était pas encore le guichet unique. Quand j'ai créé l'auto-entreprise, c'était genre 3 clics. Et en fait, voilà, c'était fini. Et j'étais comme ça, je fais, bah non, c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple de créer une structure. Enfin, c'est... Maintenant, c'est un peu plus compliqué, hein. Avec le guichet unique, tout ça, c'est un peu C'est plus... une vraie Non, mais galère. ils aiment bien complexifier, c'est-à-dire on simplifie, ça marche. Non, mais il faut pas Il que ça faut pas que marche, ça c'est trop marche. simple. Non. Donc on va Faut pas que complexifier. ça marche trop. Non, mais c'est le problème. C'est un truc, tu te dis, mais... Enfin, on marche sur la tête, hein. Vraiment, ça, on pourrait citer des dizaines d'exemples de trucs qui fonctionnent. Enfin, voilà, moi qui ai fait beaucoup de photos d'identité pour les permis, par exemple. Mm. Ils ont complexifié avec la signature et machin. Donc il dit, mais en fait, tu penses pas aux personnes âgées qui n'ont pas d'ordi, qui comprennent rien. Ils y pensent, mais c'est pas Euh, grave. Non, bah, enfin, donc donc en fait, il crée des choses en disant, bah voilà, il y aura des gens qui vont être là pour vous assister, mais sauf que pour assister, il faut prendre rendez-vous en ligne. Et les gens, ils disent, mais j'ai pas d'ordinateur. Vous avez pas de mail? Bah non, j'ai pas de mail, moi. Je suis encore avec le téléphone, tu vois, la ligne fixe et basta, quoi. Mm. Donc tu te dis, bon, toi, tu essayes de nager là-dedans, de pas te sentir un peu has-been, quoi. Parce que tu vois, là, comme tu disais, les jeunes, là, enfin, tu vois, sur les réseaux, tu les vois arriver, tous ceux qui se lancent à leur compte, et j'ai 21 ans et j'ai fait 200 000 euros, et ça, et t'as envie de leur dire, mais c'est super. Mais ce chiffre-là, comment te dire? Moi, ça m'impressionne pas. Moi, Mm. je suis pas impressionné par les chiffres. euh, Parce qu'on parce sait bien que que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tout n'est pas vrai. Non, mais c'est surtout, tu peux dire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux Voilà. dire, j'ai fait 200 000 euros par mois. Ok. Mm. Moi, j'ai envie de poser la question. Mais sinon, toi, dans ta poche, il te reste combien au Mm. final? Et puis quand ils disent, ah, bah, c'est-à-dire que si t'enlèves toutes les pubs, les gens que j'ai payés, moi, il doit me rester peut-être 3 4 000. Tu te dis, waouh, gars, 200 000 euros de chiffre, il te reste 3 000. Fais autre chose, hein. Vraiment, plan B, quoi. Arrête de Mm. fanfaronner parce qu'il manque quelque chose, quoi. Et ça, ce truc-là, la course aux chiffres,
Tu lis entre les lignes, tu sais, c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace, comme tu dis, on les voit arriver, donc tu lis le truc, tu dis, ah super, tu sais, ça commente, ouais, c'est génial. Et puis tu lis, tu dis, bon, allez, on fait un pari, moi je dis dans 6 mois, burn-out, quoi. Mais burn-out à 22 ans, c'est chaud, quoi. Mm. Moi, le mien, je l'ai fait, j'avais 46, quoi. T'as un peu vécu. Burn-out à 46, bon, t'es plutôt dans la norme. Burn-out à 22, 23. Moi, à 22, 23, j'étais insouciant. Je gagnais pas un copec. Je venais d'avoir mon premier enfant. Voilà. Enfin, tu vois, c'était un peu l'insouciance, quoi. 22, 23 ans, burn-out, tu dis, ouah, tu viens de te prendre la réalité en face. Qu'est-ce qui te reste pour la suite de ta vie, quoi? Non, c'est vrai que c'est dur, hein, c'est C'est un difficile. truc de fou, quoi. Et c'est la génération Covid, moi, je les appelle, hein, parce que c'est vraiment ça, quoi. Ils ont perdu leur insouciance. D'ado et tout ça en 2020. C'est Ils vrai. se sont pris une espèce de réalité en face. Et ça a été, nous, notre travail aussi de leur dire, alors, vous êtes jeunes, à nos enfants, de dire, OK, vous êtes jeunes, il faut quand même que vous profitiez aussi de votre jeunesse. Il y a la réalité. Ils ont voulu être indépendants vite. Donc on leur a dit, OK, vivez votre vie, faites votre expérience. Nous, on sera là. S'il y a un problème, on sera là. Maintenant, au quotidien, ils se débrouillent, quoi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas-là. Ils fanfaronnent, ils font les trucs et le résultat immédiat, il faut que ça aille vite, machin. Et puis à 25 ans, ils sont en dépression nerveuse. Et après, c'est bien parce que les psys, ils vont les suivre pendant 30 ans, quoi. Donc ça Ah, donne tout une à fait. génération, ça c'est un peu, ça fait un peu peur, vertigineux, tout ça. Tu te dis, mais ils sont jeunes, quoi. Moi, à 22 ans, mais laissez-moi tranquille, quoi. Je n'avais rien à foutre de tout, quoi. C'était, tu vois. Tu gagnes pas de sous, c'est pas grave, ça va, on s'en sort. Voilà. C'est la vie change quoi. Le monde change. Le monde est notre perception, parce que quand on se dit, tiens, qui était Julien à 30 ans, qui était Julien à 20 ans, on était vraiment des êtres différents, quoi. Et moi, je me dis, hein, si la Christelle d'aujourd'hui doit aller voir la Christelle qui avait 30 ans, je lui dis, ah, qu'est-ce que t'es mignonne. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais tu croyais tellement en certaines choses, et bah, en vieillissant, tu t'aperçois que bah, t'enlèves tes lunettes et puis tu vois le monde comment il est réellement. Moi je les ai mis plutôt, c'est plutôt Même l'inverse. quand tu es en vieillissant, tu vois, quand tu enlèves les lunettes, tu vois plus Ouais, rien. moi c'est même en vert progressif moi. Sinon je vois plus rien. Du coup, Mais en tout cas, c'est on a quand même une vision utopique du monde quand on est jeune. ouais, t'es insouciant. En fait, c'est Tu ça sais, le truc. tu te bats pour des, on va dire, tu as des combats qui ne sont pas viables. Est-ce que c'est une mauvaise chose, ça? Non, au contraire, parce que je pense que c'est justement les jeunes qui se disent non, mais je veux absolument ci ou ça. Alors, je parle de l'écologie, je parle de l'égalité des sexes au travail, de pas mal de choses. Et, ça permet aussi de mettre du beau quelque part. Hmm. Ça sera peut-être pas réaliste ni efficace, mais au moins ça met du beau. Mon Dieu, les combats. Non mais c'est. Je souris avec tout ça parce que l'écologie, on nous casse la tête, voire plus bas Oui, même, je ouais, dirais. C'est l'enfer, cette histoire d'écologie, de machin, de. c'est juste une question de thune, hein, comme tout le reste. Ouais, mais même pas ça. C'est qu'on nous casse la tête au quotidien avec ça. Mais vraiment, quand je dis on nous casse la tête, c'est même, faut payer. Oui, Taxes ménagères, machin, l'écologie, hein. Et ils font des reportages sur un data center qui est en Île-de-France. Et le truc, tu te dis, ils consomment l'équivalent d'une ville de je sais pas quoi. L'eau, c'est de l'eau potable. Tu dis, what? Vous consommez de l'eau potable pour refroidir. Tu dis, mais il y a un problème là. Là, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et tu te dis, moi, vous venez me faire chier parce que j'ai pas mis ma brique de lait dans le bon sac. Non, mais laissez-moi tranquille, quoi. Sérieusement, Est-ce que, foutez-moi la paix, quoi. est-ce que vous avez remarqué les poubelles que vous allez mettre au tri sélectif? Avant, il y avait trois bennes différentes. Il y avait vert, jaune et... enfin, bleu, jaune et normal. Voilà. Et maintenant, il n'y en a plus que deux. Ouais, c'est jaune et normal. Voilà. Ça fait qu'au tout début, quand il y avait les trois bennes, ils mettaient dans les camions deux bennes ensemble. Donc, à la base, on nous avait éduqués pour qu'on puisse bien faire le tri pour que, au moment que ça aille, bah, juste dans la remorque du camion, c'était remélangé. C'est ça.
Et Déjà, là, ça sert à quoi que je trie? bah, exactement. Bah, maintenant, c'est plus simple, c'est ça l'avantage. Moi, tu parles. Là, ça va. La déchetterie, pareil, hein. La déchetterie, tu vas avec tes gros cartons et dedans, il y a des emballages polystyrène, tout ça. Ok. On t'éduque, entre guillemets, pour te dire le tri sélectif, c'est le carton d'un côté, le polystyrène de l'autre, plastique. Mm. Ok. J'étais à côté de Beauvais, déchetterie, c'est bien séparé, le carton d'un côté, les bacs, machin. Je change d'endroit, déchetterie plus petite. J'arrive avec mon carton. Moi, j'ai séparé les trucs. Elle me dit, bah non, ça, c'est dans la benne 1. Je dis, le carton, mais policier, il dit, ah ouais, ouais. Et dans ma tête, je fais, ah, mais on me casse la tête avec le tri, alors qu'en fait, tu fous tout comme ça. Mais c'est pas du tri, en fait. Là, enfin, c'est un dépotoir, en fait. On marche sur la tête. Et ça, c'est facturé. Et puis, c'est surtout que, en fait, on va te culpabiliser pendant un certain temps. Ce sont des périodes de mode, des process. On va te culpabiliser pour que tu fasses des choses comme ça. Et quand il y en a un qui a décidé que ça doit changer, bah, on remet tout en question. Donc, c'est là que tu t'aperçois au fur et à mesure des années qu'on te prend vraiment pour un con. Et un truc tout simple, à la maternité. Un bébé, ce qu'il veut, c'est le sein, hein. Il veut manger, il veut sa mère. Eh ben non, on va nous dire, bah là, il faut prendre le biberon comme ça, il faut le coucher comme ça, et puis autrement. Et en fait, à chaque fois, tous les 2, 3 ans, quand une femme va coucher, le process, il a changé. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais stupéfaite. Ma fille, elle avait faim. Elle s'en foutait d'avoir faim tous les 2 ou 3 heures. Elle avait juste faim, tu lui donnes à manger. Il y a quand même une femme qui faisait 150 kilos qui vient me voir en me disant, non, il faut la forcer à manger toutes les 2 heures. Et dans ma tête, et toi, tu t'es forcé à manger toutes les 2 heures, hein. Et là, comment on peut, un petit bout qui vient d'arriver, lui dire, ah non, c'est toutes les 2 heures. On est sur des choses qui sont mais aberrantes. Et si on prend le temps vraiment de réfléchir à tout ce qu'on nous donne et d'avoir un sens critique, mais là, on s'aperçoit qu'on se fout de notre gueule tout le temps. Bah, tu sais quoi, moi, je les appelle la génération qui arrive, là. Faut ça fait un peu plus, parce que moi, je les avais en séance photo, quand je faisais les bébés et tout ça. Hum. Tu sais, c'est les parents modernes, quoi. Entre guillemets modernes, quoi. Moi, j'ai eu des trucs, mais j'ai acheté un valet de chambre il n'y a pas longtemps. La femme, elle m'envoie un message. Non, sonnez pas parce que le bébé il dort. Tu dis, mais what? Moi, mes enfants, je les emmenais dans des mariages, ils dormaient dans la poussette à côté des enceintes, quoi. Si tu veux, on s'en Easy, fout, quoi. quoi. Mhm. Et ils sont pas perturbés, hein, ils sont pas débiles, mes gosses. Enfin, tu vois, à un moment, c'est pas. Bon, bah, quand ils sont couchés, tu te mets à chuchoter, quoi. Tu te dis, ouais, je vis ma vie, quoi. Puis c'est tout, ils s'adaptent. Ah, c'est surtout après, ça fait des adultes qui ont un sommeil hyper sensible. Le moindre bruit, ça les empêche de dormir. Non, Alors que puis non, ah, au-delà de ça, ça fait quoi? Ça fait non, mais il est hyperactif. Ouais, mon enfant, il est hyperactif, il est TDAH. Sa mère, TDAH, ouais. Moi, je vais te dire un truc, il y a des gamins, ils venaient, ils disaient, ouais, vous allez voir, il est un peu compliqué, parce que je pense qu'il est TDAH, tout ça. Le gamin, il a pas bougé une oreille pendant la séance, alors que j'ai rien dit, tu vois. Et en fait, c'est juste, bah, tu l'éducation. t'intéresses à lui, les règles, c'est comme ça. Putain, à un moment donné, tu te dis, mais putain, mais éduquez vos enfants, bordel. Enfin, à un moment donné, et après, ils s'étonnent que quand ils sont ados, ils disent, va te faire foutre, tu vois, aux parents. Vous étonnez pas, à un moment, c'est vous qui n'avez pas bossé avant, hein. Désolé, mais à un moment, il y a un truc, tu sais, l'éducation positive, bah, c'est le truc Montessori, là. Enfin, bon, bref, tu sais, ça, on peut en parler des heures, ce truc-là. Parce que moi, mes enfants, je les ai éduqués comme je l'ai senti, en fait, à l'intuition. Et ils ont pas l'air déséquilibrés, si tu veux. Quand tu les vois maintenant, c'est des adultes plutôt bien dans leur basket, quand même, tu vois. Après, je dis pas que c'est simple, parce qu'on vit dans un monde, waouh, c'est pas simple pour eux, quoi. Je me dis, putain, la suite, faut quand même s'accrocher, quoi. Vous avez Mais des on enfants? n'a pas été. De quoi? Ah, genre, Non, demande si vous avez des elle enfants. demandait si on avait des enfants, donc on n'a pas d'enfants, c'est pour ça qu'on se prononce pas sur le sujet. Non, Euh, c'est juste, faites-moi une promesse, soyez pas les enfants modernes qui sont esclaves de leur gosse, quoi. S'il vous plaît. ah bah, écoute, on fera ce qu'on peut. Non, mais c'est pas là. C'est qu'en fait, si Mais tu en veux, tout c'est. cas, j'ai bien remarqué que la question des enfants, c'était très clivant et qu'il y avait beaucoup de discours aussi qui pouvaient être très culpabilisants dans un sens comme dans l'autre. Enfin, c'est touchy, quoi. Donc, je pense que tu n'as qu'une envie quand t'es parent, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que je le ressens comme ça,
c'est plutôt d'être dans ton cocon, quoi. Et qu'on arrête de t'envoyer des injonctions dans un C'est sens ou ça. dans Mais moi, je l'autre. te dirais, Et juste, c'est bon, quoi. Tu fais avec hmm, du mieux que tu peux avec ton intuition et puis avec les c'est conseils de professionnels avec qui tu te sentiras bien, quoi. c'est ça. Tu l'as dit. Moi, je te dirais deux choses pour que ça fonctionne, en fait. La première chose, c'est faut pas oublier que quand tu fais des enfants, enfin, c'est un couple, hein. Je pense qu'un des secrets, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, tu vois, avec Delphine, on était un couple avant, on était un couple pendant, et maintenant qu'ils sont partis, du coup, il n'y a pas eu de changement, puisqu'on est resté un couple. Il y en a, on est un couple avant, on a les enfants, on essaye de redevenir un couple après qu'ils soient partis. Bon, bah ça, c'est le schéma de beaucoup, les enfants sont partis, ça divorce, ça se sépare, on a tenu parce qu'il y avait les enfants. Ce schéma-là, tu peux l'écrire, c'est un truc qui se reproduit. Moi, c'est le premier truc que je dirais, oubliez pas que vous êtes un couple en premier, et qu'après, vous êtes parents, dans cet ordre-là. Et après, en vrai, avec les enfants, tu fais ce que tu peux, quoi. C'est vrai. C'est exactement ça. Et C'est-à-dire qu'à ça, un moment, tu te c'est dis, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes armes. tu te dis, le discours généraliste, de toute façon, il n'est pas adapté sur un enfant potentiel qui n'existe pas encore. Et enfin, là, il y aura la réalité, il y aura le terrain et où tu feras en fonction de ce que la vie apporte, quoi. Hein, parce que bon, Tu feras ce que tu il y a la veux, théorie et mais la pratique, quoi, disons, c'est ça. Ça, c'est sûr, oui. Et puis les c'est enfants, en fait, ce que je trouve génial, les mini-nous, c'est que tout ce que nous, on a pu étouffer, les enfants, ils en ont rien à foutre. Eux, ils vivent leur vie. Et si ça ne nous plaît pas, eh ben, c'est notre problème, c'est pas le leur. Et c'est ça qui est génial. Quand on a des enfants, en fait, ils nous éduquent à être parents. Hein. Et chaque enfant est différent. Donc, on ne peut pas faire la même chose avec tous les enfants. Et moi, je me souviens, ma dernière, c'est une rebelle libre. Et quand je la voyais faire ce qu'elle avait envie de faire, d'un seul coup, j'ai eu une prise de conscience en me disant, oh, quand j'étais môme, mes parents m'ont fait chier à me brimer, entre guillemets. Et là, aujourd'hui, je suis parent, j'ai pas à me brimer avec mes gosses. Et là, c'est là que l'esprit rebelle, en fait, il vient vraiment et on s'assume à 200% en étant adulte. Et se dire que, mais le môme, effectivement, on est là pour l'éduquer, on est là pour le cadrer, mais lui, il est libre. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le gosse, il est libre. On ne doit pas le mettre dans un carcan, en fait. Et par contre, lui apprendre la vie, oui, c'est effectivement. ça ce que j'allais dire, mais il y a quand même des règles, hein, enfin, Ah non, c'est pour ça que je te parle du cadre. Hein. ouais, ouais, c'est ça. Non, non, mais parler du cadre, enfin, tu vois, moi, je leur ai toujours dit, dans la vie, si vous voulez vous en sortir, faut respecter les gens, la Oui, oui, politesse. oui. Les Non, non, valeurs. mais apprendre à lire, à écrire, essayer sans faute d'orthographe et compter. Je pense qu'avec ça, déjà, ça va aller, quoi. Vous pouvez aller Mhm. quand même loin. Mais moi, je vais te dire un truc, hein. Je me dis, ou alors, j'ai pas lu le bon bouquin de politesse ou de savoir-vivre, mais je suis allé il y a pas longtemps dans une immersion. Des gens, tu les vois en visio, donc tu les vois en vrai pour la première fois. Je sais pas, moi je suis assis à table, ils viennent, je me lève en fait. Ça, c'est un truc, règle basique. Bah non, en fait. Ils restent assis et tout. Je dis, bon, je pense qu'on n'a pas lu la même édition du bouquin en fait, donc c'est un truc. Je suis assez là-dessus, je suis un peu sans pitié quoi. Euh, Moi, je t'avouerais que je me lève pas. Si la personne, je la connais, que je lui dis bonjour, je vais me lever pour lui dire bonjour. Si je la connais pas, je la regarde et je lui dis bonjour. Hein. Non, mais là, enfin, c'est-à-dire qu'on s'est parlé en visio avant, tu vois, on sait qu'on va se voir en vrai à ce moment-là. Ah, Ah, t'as salut, je pas viens. fini, en Et les fait. gens, ils se lèvent pas, tu vois. À un moment, je me dis, mais Mhm. putain. Ou alors, moi, je suis assis, elle parle, je dis, bah tiens, vas-y, assieds-toi. Tu vois, tu l'invites à s'asseoir pour parler, en Mhm. fait, pour être à la même hauteur. Donc, je Mhm. suis peut-être un vieux con là-dessus, je m'en fous, j'assume. Mais les gens qui sont au téléphone quand ils sont en caisse, insupportable. Bah, tu veux, quand je suis à l'Inter, que je vois les gens, ouais, machin, tu sais, qui sont comme ça, puis en fait, je regarde la caissière pour lui dire, je t'envoie toute ma force, je suis avec toi. Je suis avec toi, je valide que t'en as ras-le-bol. Ça se voit dans tes yeux que t'as envie de lui péter la gueule. Ça se voit. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, les gens qui enlèvent pas leur chapeau quand ils rentrent dans un endroit ou qui mangent à table avec une casquette. Alors, je veux bien, mais on fait pas un barbecue quand t'es dans un resto.
Mec, il fait pas 40 degrés, t'as pas le soleil dans la gueule, quoi. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, putain, t'as pas appris la base, quoi. J'ai un problème, moi, c'est les lunettes de soleil. C'est les lunettes de vue. Donc, quand j'arrive dans un endroit, je les enlève pour dire bonjour et après, je leur dis, excusez-moi, c'est des lunettes de vue, faut que je les remette. Parce que vraiment, sinon, bah, je vois que dalle, quoi. En fait, c'est un truc. Voilà. Donc, c'est des trucs, c'est plein de petites règles que j'ai apprises à mes enfants. Tu vois, moi, mon fils, 2 ans et demi, 3 ans, on rentre dans une boutique Orange, je m'en rappelle encore, hein. On rentre, bonjour. Donc, lui dit bonjour, bonjour. Et la femme, elle lui répond pas. Donc moi, je m'approche du comptoir et il me dit, ah, elle est hyper mal polie, elle m'a même pas dit bonjour, mais hyper fort, quoi. Et donc la femme, bah, je la regarde et je lui fais, bah La vérité sort de la bouche des voilà, enfants. tu sais, je peux pas dire, oh, dis donc, c'est pas gentil, hein. T'as envie de lui dire, bah en même temps, c'est pas faux, hein, et il vous l'a dit 2 fois, vous lui avez pas parlé. Donc voilà. Donc tu vois, c'est tous ces petits trucs-là où ça se perd, en fait. Je me dis, ce respect-là, c'est juste être attentif à l'autre. On va pas aller plus loin, mais juste ça. Moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit quand tu me parles de tout ça, qui m'énerve pas mal. Et c'est tout bête. C'est quand tu dis bonjour à quelqu'un et que tu lui serres la main, c'est de regarder la personne dans les yeux, quoi. Parce que Ouais. le mec qui te serre la main et qui est comme ça, moi, ça m'insupporte. C'est vraiment, il a aucune considération pour te dire bonjour, quoi. Tu vois, il est là, salut, les gars. Et tu dis, mais enfin, je suis là, ou me serre pas la main, du coup, sinon ça sert à rien, tu vois. Et moi, je sais pas pourquoi Alors moi, ça ça dépend, m'insupporte. tu vois, sur ces trucs-là, ça dépend comment je suis luné, hein, puisque j'ai mes hormones de vieux qui travaillent, on va dire ça comme ça. Mais ça m'est arrivé de pas lâcher la main, s'il me Ah, regardait mais pas. moi aussi, du En coup, fait, je de fais faire pareil. comme ça et de faire ça, tu vas bien? Et tu sais, de le regarder. Et oui, oui, ça va, pick up. Ok. Mais pour prolonger ça, t'as aussi, regarde, règle de politesse qu'on m'a appris. Il y a un groupe, tu connais quelqu'un dans un groupe et tu connais pas les autres personnes. Ils sont 3, 4, peu importe, t'en connais une personne. Moi, j'y vais, je dis bonjour à la personne que je connais et je dis bonjour aux autres. Bah C'est une oui. règle basique. Quand je suis dans un groupe, que les gens ils viennent me voir et ils disent pas bonjour, où il y a Delphine, ou ah, ça me rend fou. Sinon, c'est Delphine, ma femme, du coup. Et voilà. Ah oui, pardon, bonjour. T'as envie de lui dire, mais putain, et la politesse, quoi. Et en fait, c'est ça où je me dis, tous ces petits trucs-là du quotidien. Tu te dis, les gens, il faut qu'ils fassent un peu plus attention à l'autre de manière générale. Parce que je sais pas où on va, tu vois, mais on y va, quoi. C'est vraiment une espèce de repli. Voilà, moi je vais au marché, je parle, en fait, je suis dans la file d'attente, je parle avec des. En plus, on parle souvent de cuisine, parce qu'on est devant le primeur. Euh, la dernière fois, il y a une mamie, hein. Franchement, ça aurait pu être ma grand-mère. Elle attend, et puis elle veut acheter du fenouil. Et puis elle dit, est-ce que je vais prendre les tiges ou pas? Tu sais, elle est en train de réfléchir à ça, tu vois. Et je lui dis, bah, excusez-moi hein, enfin, de m'intégrer dans vos pensées, mais en fait, si vous prenez les tiges et que vous les séchez au four, ça peut vous faire de la poudre que vous mettez après sur votre poisson, tout ça. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui se retourne dans la file qui dit, oh, mais ça, c'est pas bête. Oh, c'est pas bête. Et donc, on se met à parler. Et donc là, il y a une discussion qui s'enclenche sur la cuisine, sur les astuces de cuisine. Et moi, je fais comme ça, et machin. Et tu dis, bah ouais, c'est cool, quoi. Et pourtant, on n'est pas du tout de la même génération, mais pas du tout en fait. Euh, et, et bon, voilà, en plus, bon, c'est-à-dire comme je suis bavard, Non. hop, 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 hop. Bah, Et tu toi, sais, il n'y a rien Pas qui remarqué. t'énerve dans les gestes. Moi, c'est vraiment le truc à la poignée de main, ça m'achève. Ça me revient pas comme ça. Mais à Mais part ça, c'est pas de truc qui te. sûrement. Mais là, j'ai Ça va pas pas cliquer? d'exemples qui sont venus. Ouais. Oh, si, si, parce que enfin, je sais qu'il y a des choses. En ce moment, moi, j'en ai après les lâches. Donc, c'est les personnes qui osent pas dire les choses ou ouais, où je trouve qu'elles manquent de courage. Alors ça m'énerve beaucoup. J'ai, je sais pas, c'est justement quand je parlais au début des réactions physiques, ça peut, moi, vraiment physiquement me donner envie de faire un peu de boxe, quoi. ah, mais après ça, tu vois, faut faire gaffe à ça parce que les personnes qui osent pas dire les choses, si tu creuses un peu, c'est des trucs qui viennent de bien avant, quoi.
C'est des Oui, trucs d'avant, de hein, c'est toute des façon, traumas d'avant, là, où, tu sais, on lui a mis dans la tête que faut pas faire de bruit, machin, faut... Tu sais, c'est des trucs, là, enfin, la psychanalyse, tu peux pas la faire dans la rue, quoi. Tu vois. on en a reparlé avec ma sœur et son conjoint, justement, et ils m'ont rappelé le fait que, et ils ont bien fait de me le redire, hein, de jamais prendre personnellement, quoi. À des moments, c'est difficile de pas prendre personnellement. Malgré tout le travail de dev perso et tout ça, le fait qu'on soit coach de vie et tout, enfin, malgré ça, qu'on le sache et tout, dans la pratique, il y a des moments sur certains sujets, c'est dur de ne pas le prendre personnellement. Et donc, c'était un bon rappel. De toute façon, on apprend hein, tout le temps. Ouais, et puis de toute façon, même quand tu es professionnel de l'accompagnement, le regard extérieur, ça fait du bien aussi hein, sur nos Bah, propres manières de fonctionner, parce qu'à des moments, on voit plus, on on a, tombe dans des erreurs classiques, quoi. on a besoin des uns et des autres, hein, sinon on ne serait pas aussi nombreux sur notre planète. Hein. Mm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas supposer. Ouais. Quand j'ai lu les quatre accords Toltec, ça m'a quand même bien simplifié la vie. Mm. Et en fait, quand on accepte que les autres ont leur casserole, ont leurs problèmes, qu'ils peuvent se lever du mauvais pied, qu'ils peuvent croire que le monde entier est contre eux, mais que ça leur appartient et que ça ne nous appartient pas, mais punaise, mais qu'est-ce qu'on se simplifie la vie, quoi. Donc après, des fois, je me dis, mais est-ce que j'en ai plus rien à foutre des autres? J'en suis pas là. Mais en fait, on s'enlève un sacré poids. Tu les connais, toi? Je J'ai sais déjà plus. regardé un peu. Je crois, j'avais Et c'est regardé. vrai que ça, c'est justement, il y a cette question de. Je me rappelle plus des quatre accords, mais il y a du coup le fait de pas supposer et le fait de pas prendre personnellement, il y est dedans, hein, je crois. Oui, oui, Les deux autres, c'est quoi? Vous vous en souvenez? c'est se pardonner. Je recherche pendant qu'on est en train d'en parler. Parce que moi, ce que j'ai bien retenu, c'était la supposition. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, c'était vraiment le truc qui me gâchait la vie avant. Et ça, ouais, moi aussi, notamment plus jeune, quand on commence les relations amoureuses et tout, avec les histoires de et s'il n'a pas répondu là, est-ce que ça veut dire stop! Donc là, je l'ai sous les yeux. Donc les quatre accords Toltec, que votre parole soit impeccable. Hmm, N'en faites jamais une affaire personnelle, ce que tu disais là tout à l'heure. Ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. hmm. Et c'est vrai que ça, même au niveau des valeurs dans l'éducation ou même quand tu formes une personne, bah, c'est vraiment important en fait. Hmm. Et tu vois, tu parlais de la parole impeccable. Je vais amener une nuance parce que des fois, tu as des trucs à dire aux gens. Alors après, ça dépend quel degré de lien tu as avec eux. Des fois, ça m'est arrivé de dire les choses et de dire, tu sais quoi, comment il le prend, c'est pas que je m'en fous, mais moi, ça m'a soulagé. De toute façon, cette personne-là, je la reverrai pas, donc à un moment, fuck, quoi. Et puis après, elle pense bien ce qu'elle veut de moi, je m'en fous. Moi, je sais qui je suis, tu vois. Maintenant, la parole, ouais, tu fais attention quand même à, tu vois, c'est des gens qui sont plutôt proches, tu dis les choses d'une autre manière, pour faire comprendre quand même qu'il y a un truc qui t'a un peu titillé, quoi. Ah, l'art de la communication. Ouais, c'est ça. Donc voilà, l'histoire de la parole, bon, faut faire un peu, voilà, c'est à manier avec Avec subtilité, quoi. délicatesse. C'est ça, c'est Sinon, ça. ça te revient en boomerang. Tôt ou tard. Moi, c'est ça, ce truc-là, moi, c'est le karma, tu sais. Ça, je sais pas si c'est un lien, mais moi, je dis toujours, les gens qui t'ont fait du mal, franchement, perds pas de temps avec eux. Le karma s'en chargera. Et en fait, selon le degré de comment ils t'ont blessé ou quoi, souvent le karma, il revient à une puissance qui est assez forte, quoi. Ça, j'allais dire, malheureusement pour eux, ça a été prouvé plein de fois dans ma vie, des gens qui sont pas bien comportés. Du coup, je me suis pas occupé de les détester ou quoi. Ok. Ah non, t'as autre chose à faire. Le karma s'en est occupé à ma place. Et donc, c'est pour ça que je fais attention. Parce que je me dis, oh putain, le karma, fais pas un truc de travers, parce que le karma, s'il revient, ça peut être assez violent. Donc, voilà, l'histoire de la parole, il y a un lien, quoi.
Bah, De toute façon, je pense que quand on respecte les gens et qu'on fait vraiment les choses pour eux avec de la bienveillance, des fois on peut se dire, bon, bah ok, ça n'a pas été reçu comme on le souhaitait, mais en tout cas, on est bien dans nos baskets et puis on continue. Mais je vois, moi, on va dire la loi de l'univers hein, où ça revient. J'ai toujours fait du mieux possible et je donne vraiment avec bon cœur. Hein. Et je vois que moi, la vie, elle est quand même, elle est belle, quoi. Il y a non, mais à toujours des partir du couacs. moment où tu es bien dans tes baskets, Voilà, il peut y avoir des couacs et c'est normal. Mais ouais, on va dire globalement, quand on respecte les autres, la vie, elle est belle. Alors, je dis pas être trop gentil, hein. Je parle vraiment de respecter. ouais, sauf que des fois, c'est que dans un sens. Non, mais c'est pas grave, le principal, c'est qu'on le sache et qu'on choisisse bien nos interactions. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, parce que des fois, tu te dis, tu vois, tu parlais des cases, tu te dis vraiment, je suis pas dans les mêmes cases que les autres. Hein. Ou alors il m'en manque une peut-être, mais je sais pas. Non, non, mais c'est un truc, des fois, justement, tu parlais d'interaction, mais je suis plutôt à faire attention quand même à ce qui m'entoure, faire attention aux gens. Enfin, tu vois, quand j'ouvre une porte ou quoi, je tiens la porte pour voir s'il y a quelqu'un derrière moi, tu vois. C'est un détail, mais bon, voilà, quoi. Et ça, bon. Donc des fois, quand tu vas dans des endroits, tu te dis, bah tu vois, quand je racontais que les gens se lèvent pas, tu te dis, putain, c'est un minimum en fait, c'est vraiment, c'est pas quelqu'un que je connais pas, tu vois, et même si je connaissais pas, tu vois, en fait, tu te dis, ah, mais c'est des règles de base de savoir-vivre en fait. Mais après, c'est peut-être moi qui suis un vieux con là-dessus, mais c'est pas grave, j'assume hein, en même temps. Oh, et puis Je suis en l'éducation, train de devenir un vieux con, donc c'est pas grave, je suis dans l'âge, donc ça va, je suis dans je suis bientôt dans le bon critère, donc ça va. les éducations sont différentes. Hein. Toi, ce qu'on t'a donné dans ton éducation, si on n'a pas donné à une tierce personne, ça va pas lui paraître anormal, quoi. Mais je crois que ça n'a même pas été fait. Verbalement, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas souvenir que mes parents m'aient dit, ouais, il faut dire ça aux gens, il faut faire ça. Ah, mais ils Ah, de t'ont toute pas façon, on demandé. regarde, on apprend surtout de ce que les personnes, enfin, nos modèles font, Non, mais c'est pas ça, subir. j'ai pas souvenir de ce truc-là. Mais je me dis, voilà, il y a un décalage. Voilà, quand je suis en voiture et qu'il y a quelqu'un qui jette son mouchoir par la fenêtre, Non, non. t'as envie d'accélérer, faire Ouais. une queue de poisson, tu sais, de lui dire, putain, mais toi, je vais. Mais c'est quoi ton problème, en fait? Tu vois, Les c'est mégots des aussi, trucs, hein, tu te dis, mais. les mégots. C'est fou. Non, mais c'est fou. Mm. Donc je te dis, on vit dans un drôle de monde parce qu'il y a de tout, en fait. Et puis, il y a, heureusement, la majorité des gens sont quand même plutôt sympas, quand même. Tu croises des Oui, gens, heureusement. En heureusement. France et dans d'autres pays d'Europe et du monde, mais il y a aussi des pays où c'est carrément un autre monde. C'est une autre dimension. Bah, tu vois, vous qui voyagez, le Japon. Et tu sais qu'à chaque fois que je vais à Paris, je pense à Manon et Seb qui parlent du Japon, tu vois. Parce que je sais que le Japon, il y a un vrai truc d'éducation, mais depuis qu'ils sont tout petits. Tu prends le métro, il y a des files d'attente. Ils attendent que ça sorte, ils attendent que ça rentre. Tu sais, c'est hyper. Enfin, il n'y a pas de cohue, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ou alors ils nous ont montré les mauvaises images, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un peu éduqué, le Japon, quand même, sur certains Ah, trucs. beaucoup Sauf éduqué. quand il y a trop Euh, de monde et que du coup, il y a les contrôleurs qui les poussent non, mais c'est dans le surtout, métro. il y a, Et tu sais, les gens attendent sur le côté, ça, ils c'est attendent que les vraiment gens surprenant. descendent, Ouais. ils Ouais, rentrent. ouais. Et pour Ah, le coup, un truc on de était fou. à Paris en début de semaine et on s'est refait la remarque parce que bah, les personnes nous ont pas, enfin, ils s'écartent pas pour nous laisser descendre. C'est Non, mais c'est complètement. ça, et ça m'est Là, tu veux arrivé descendre, encore. elle est devant toi, bah, en fait, Bah, tu il m'est descends, arrivé là. exactement ça. C'est-à-dire, je suis devant la porte. Excuse-moi, hein, J'ouvre descends, la là. porte du métro, donc je fais ça, et en fait, je peux pas sortir. Et les Ouais. gens, ils sont en face de moi. Et je dis, excusez-moi, on voudrait sortir, pardon. Tu vois, tu te dis, mais normalement, je devrais même pas, mais toi sur le côté, putain, c'est quoi cette histoire? C'est vrai que ça, pour le coup, il y a une belle différence. Ouais. Mais c'est de pire en pire, en fait, parce que moi, quand j'ai travaillé à Paris, les gens se mettaient quand même sur le côté des portes. Bah, tout dépend du nombre de monde qui Bah, attend. moi, je me mets sur le côté, hein. Quand je prends le métro Ah, ou moi quoi, aussi, oui. le train, tout ça, je me mets sur le Quand c'est côté. bondé, là, Oui, bah, il y a plus d'organisation. C'est la guerre, c'est la jungle, c'est Ouais. je veux ma place.
Mais Mais ceci dit, nous les premiers, parce que moi je vois Ouais. bien quand j'étais à Paris, qu'il y avait tous les jours le métro pour aller bosser et tout, je voulais être assise, c'est tout quoi. Donc si je pouvais me glisser bien sur le côté et tout, bah, je le faisais. Donc j'ai un peu de, comment dire, je les regarde avec bienveillance les gens du quotidien à Paris, parce que je sais aussi pour me rappeler ce que c'était de, bah, quand tu te fais toute la ligne, t'as pas envie d'être debout, c'est tout quoi. mais t'es fatigué, Mais ouais, putain. t'es fatigué, enfin, pour peu que tu sois pas très bien dans ton boulot ou que t'en aies marre ou que t'aies une réunion ou je sais pas quoi. Enfin, bref, donc il y a ça aussi qui fait que, bon, au quotidien, je peux les comprendre pour l'avoir vécu. Mais en tout cas, quand c'est plus là-dedans et que tu reviens, la claque, enfin, tu te la prends vraiment parce que tu vois la différence dans le comportement, quoi. C'est autre Mm. chose que... Parce qu'on a, enfin, pour te dire, Christelle, on a vécu à Paris pendant un moment avec Sébastien. On a déménagé en 2021 à la campagne. Et Donc, vous c'est êtes pour où ça que... actuellement? Hmm. On est dans le Vous êtes dans Loiret, quelle région? Ah oui, le Loiret. près de Orléans. D'accord. Et Belle juste petite parenthèse par rapport aux gens qui montent et qui descendent dans le métro, j'avais vu une vidéo, j'avais déjà peut-être parlé dans un coup de cœur, c'était Fulloscopy. Il a fait une vidéo où notamment enfin, plein d'expériences pour voir quelle est la meilleure façon de rentrer et de sortir dans un train pour perdre le moins de temps possible. Et du coup, il a fait plein d'expériences en montant en même temps, séparés, en étant bien droit, sur le côté et tout. C'est assez intéressant à voir, c'est pas très très long, ça doit faire peut-être 15-20 minutes. Et c'est assez intéressant de voir comment tu peux perdre énormément, énormément de temps, en fait, ne serait-ce que bah, pour les gens au quotidien, quoi. En Tu dis, étant... en se précipitant, tu as l'impression que Ouais. tu vas gagner du temps. Au final, tu fais perdre du temps parce que tant que tout le monde n'est pas rentré, ça ne part pas. Enfin bref, C'est c'est ça, hyper intéressant, sa quoi. conclusion, c'était que le fait de se mettre sur le côté, ça faisait gagner du Ah temps. bah de temps de fou. Et Ouais. c'était vraiment flagrant et ça vaut le coup d'aller la regarder, c'est assez intéressant. C'est Fulloscopy, je sais plus le nom de la vidéo, mais c'est assez prenant, je trouve, de rendre compte qu'en fait, en étant individuel, tu fais perdre du temps à tout le monde au final et tout le monde en perd au final. Ben, c'est exactement comme dans les embouteillages avec les voitures qui changent de fil. Ça aussi, tu as l'impression que tu gagnes de temps en changeant de fil dans un embouteillage, mais en fait, ça fait grossir l'embouteillage. C'est le genre de... D'ailleurs, ça se trouve, Ouais, c'est possible. Ouais. il a étudié aussi ça, mais c'est Tu le vois, genre de truc non, où mais tu peux pas bien capter pourquoi si ça n'a pas été expérimenté. putain, les études, non, mais les études folles, t'imagines, là, ils se Hmm. posent là en disant, alors, si on étudiait, Ouais. les gars, j'ai une idée. On va étudier le truc dans les bouchons, voir si on change de fil, ou même, tu sais, rentrer dans le métro. Ça me fait penser, et il y a toujours ce truc-là, putain, ça fait des années que j'avais entendu ça, études anglaises sur, euh, sur la pluie, quand Ah tu oui, marches, quand ouais, tu tu marches, disais. t'es moins mouillé que si tu cours. Hmm. Ou alors, ça dépend à quelle vitesse tu marches ou à quelle vitesse tu cours selon l'intensité de la pluie. Je me dis, non, mais ils sont sérieux avec ça. Ils ont étudié ce truc-là. Et là, tu te dis, mais eux, c'est des cerveaux malades. Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, bah, prends un parapluie, du coup, tu n'auras plus de problème, en fait. Tu vois, Et c'est voilà. génial de savoir qu'il existe une vitesse à laquelle tu sais que si tu es à cette vitesse-là, tu te prends moins la Mais pluie. ils ont Ça mesuré peut ce servir dans les truc-là. grosses averses. Voilà, ils ont dit, voilà, selon la pluie, machin, du coup, si tu marches, t'es moins mouillé que si tu cours. Oh là là. Donc, c'est vrai que ce truc-là, je te cache pas, quand il pleut, j'ai quand même un truc de me dire, est-ce que je cours ou je marche? Tu sais, j'ai ce truc-là dès qu'il pleut que j'ai pas de parapluie, en fait. Je me dis, mais... Ah, du coup, j'ai été influencé par cette étude qui est surréaliste. Et en même temps, des études comme ça, il y en a, mais Mm. il y en a des milliers d'études comme ça. Donc, mais je voulais quand même aborder un sujet avec vous, parce que il y avait quand même un truc, comme on est dans l'accompagnement tous les quatre. euh, C'est parler de certains clients qui, parfois, peuvent abuser de notre gentillesse. Ou si tu reformules, parler de nous quand on se laisse abuser. Voilà, ça marche aussi. Mais je dirais, c'est plutôt, on est sympa, on est accueillant, tout ça, et les clients, et ça rejoint un peu comment tu as été éduqué, toi. C'est quoi ta limite? Tu vois, d'abuser comme ça, tu dis, moi, je le ferai jamais, quoi. Et tu pousses le curseur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, c'est oui. Au Alors, tout début de ma carrière, ça m'est arrivé et j'ai assez vite
compris et après, je cadrais. Hmm. Parce que du coup, moi, dans les exemples qui me viennent en tête, surtout enfin, ce que je me rends compte, c'est à quel point le fait justement de ne pas mettre un cadre euh, ou de pas rester, parce que c'est un peu comme un prof. Au début, le prof qui pose un cadre, bon, bah, après, tu le respectes et tout. Et souvent, il dessert un peu la vis. Mais moi, j'ai remarqué qu'en fin d'accompagnement, c'est plutôt là, il peut arriver que ça parte un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a, bah, genre, à une séance ou deux de la fin, la personne, elle sent que ça va être la fin de l'accompagnement. Et du coup, ce qui est arrivé récemment, alors je suis désolée, je parle de Sébastien, c'est parce que c'est pas à moi que c'est arrivé, c'était à Mhm. Sébastien. La personne a décalé plusieurs fois le dernier rendez-vous et tout. Donc, c'est là où on se dit, bon, on ne prend pas personnellement, ça doit vouloir dire aussi qu'elle n'a pas envie que ça s'arrête ou des choses comme ça. Mais du coup, elle faisait pas l'exercice et tout qu'elle avait à faire. Et c'est de se dire, bah, à un moment donné, il paraît intéressant de confronter un petit peu la personne pour lui dire bah, qu'est-ce qui se passe là? Et Mhm. justement, reparler enfin, remettre un petit peu un cadre pour que ça se termine au mieux. Ça, c'est un exemple récent, donc c'est pour ça que ça me vient en tête. C'est que c'est pas forcément au début d'accompagnement où les personnes peuvent euh, avoir besoin d'un échange pour pouvoir qu'elles avancent au mieux. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pour elles, en fait. Bon, bref, c'est toi, ça t'est arrivé à toi. Non, Donc, mais moi, c'est mon prisme là. Parce que... Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? bah oui, moi je trouve aussi que au fil de la relation, peut-être qu'on a tendance à, enfin en tout cas je sais pas pour moi, à être moins vigilant au cadre, dans le sens où vu que ça se passe bien, on continue, et peut-être qu'on laisse des petites choses sans s'en rendre compte, qui fait que sur le long terme, peut-être que ça peut avoir un impact et on se dit à la fin, ah bah là c'est un peu abusé, au final, il faut peut-être remettre un coup de cadre, etc. Et ouais, peut-être que c'est peut être lié à ça. Après, c'est pas une généralité, hein, mais c'est vrai que Et puis, ça peut être c'est arrivé. subtil et Oui, c'est pas. c'est pas vraiment. Là, on est tatillon parce qu'en fait, ça nous est jamais arrivé d'avoir vraiment un client, pour le coup, pas cool, quoi. Oui, non, c'est pas. C'est pour ça. Donc, Non, non, c'est des donc, tu viens, micro-détails, hein, on n'est voilà. Là, on est allé faire tout de suite c'est un pas une micro PLS détail. complète, mais oui, oui. Mais ouais, Mais voilà. toi, Julien, pourquoi tu abordes le sujet là? Tu penses à quel cas de figure, quoi? Euh, ben, en fait, c'est surtout, je me dis, les exemples concrets. Alors, en fait, pourquoi j'aborde ça, c'est euh, par où je commence. Euh, En fait, souvent, j'allais dire, t'as mis le cadre, en fait. Tu sais, voilà, tu parlais de cadre, justement, Christelle, de comment tu les accompagnes. Mais ils débordent, tu vois. Souvent, ils te contactent un peu trop, en fait, tu vois. Ils sont un peu trop en attente de ce que tu peux faire pour eux, tu vois. Tu te dis, tu sais, des fois, donc tu confrontes, hein, c'est ce que vous avez dit, à un moment, tu recadres les choses en disant, attention, la responsabilité de ce qui va t'arriver. C'est pas moi qui suis responsable, c'est quand même toi. C'est-à-dire, moi, je suis là pour t'accompagner. Je suis pas là pour faire les choses à ta place, tu vois. Donc ça, des fois, je me dis, je dois avoir des fois deux personnalités quand même, parce que je suis d'une patience avec les gens, tu vois. Ça veut pas dire que je suis pas patient dans la vie, mais tu tolères quand même des choses avec tes clients que tu tolérerais pas forcément dans la vie de tous les jours, tu vois. Je me dis, on se croisera dans la vie de tous les jours, je t'aurais déjà un peu embarré là, parce que tu abuses un peu, quoi, tu vois. Donc ça m'est arrivé beaucoup au début. Bah parce que forcément, tu arrives dans un milieu que tu connais pas. Puis dans le monde de la photo, c'est un peu particulier, parce que comme tu fais quelque chose de personnel pour les gens, c'est un peu particulier. C'est vraiment très très différent. Je sais pas comment expliquer, mais... Et ce truc-là, ça te ronge un peu, quoi. Tu vois, tu te dis, putain, je lui ai dit oui, mais en fait, j'aurais jamais dû... J'aurais jamais dû lui dire oui. J'étais trop sympa, là.
Et en fait, les gens, bah, si t'arrêtes pas, si tu dis pas stop, bah, en fait, il y a pas de limite, quoi. Ils vont te demander encore autre chose, puis encore autre chose, puis... Et en fait, tu peux vite te laisser déborder. Euh, Ça m'arrive plus, parce que vraiment, moi, ça, c'est terminé. Maintenant, le cadre est posé. Euh, mais je suis désolé, j'ai un bug, là. Mon cerveau, il bug, là. Mm. Pardon. Euh, Pourquoi du coup ce sujet il t'intéresse? bah parce que, en fait, quand on a des clients, t'as tendance à vouloir les servir. Parce que Ouais. c'est plutôt ça au début. Et donc forcément, c'est pas, tu essaies que ça se passe bien. Et en face, des fois, ils abusent un peu de ça, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ça s'arrête jamais, quoi. C'est un truc. Et toi, en fait, quand tu te mets la barre à quel niveau? C'est surtout ça. Quand un client il vient vers toi, il vient parce qu'il attend un résultat. Donc, normalement, tu es là pour lui donner le résultat. Alors, je parle de ça, ça va être des années en arrière. Parce que maintenant, le cadre, il est tellement posé qu'il n'y a plus de doute là-dessus. C'est que vraiment, je suis avec eux. Mais par contre, les résultats, moi, je me mets pas d'obligation de résultat, en fait. Ok. Je mets obligation de moyens. Même en accompagnement un peu dev perso, tu vois, tu te dis à un moment donné, je suis là pour t'aider à trouver les blocages que tu as. Mais si toi, tu prends pas conscience de ce que tu as, c'est pas moi qui vais le faire à ta place. Je vais pas t'ouvrir le cerveau pour, tu vois. Enfin, donc obligation de moyens. Ça, c'est vraiment un truc. Mais en fait, pendant longtemps, j'ai peut-être pas su dire non à certaines choses aussi, aux demandes en fait des clients. Et du coup, ça te bouffe, quoi. Tu te dis, en fait, je me suis fait avoir dans l'histoire, là. J'étais trop sympa, quoi. Et là, aujourd'hui, t'abordes ce sujet, en fait, c'est pour toi ou c'est pour... Non, non, c'est juste, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce constat-là, de se dire, ah, j'ai peut-être été trop sympa avec ce client-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire, c'est pas gagnant-gagnant, quoi. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'a permis d'apprendre, en fait, d'apprendre qui j'étais dans certaines situations. Je pense qu'avant, je voulais sauver le monde, qui n'est plus le cas. Et il y a eu une prise de conscience qui a été de savoir dire non, que ce soit dans la vie perso comme dans la vie professionnelle. Et le fait de savoir dire non, ça permet de gagner énormément en énergie et en respect de soi, respect de l'autre et ainsi de suite. Et vraiment, moi, je me mets souvent dans aussi l'idée de me dire ben, qu'est-ce qui est le mieux pour la personne. Et en fait, c'est aussi notre capacité à poser ces limites-là Mm. euh, qui, euh, qui lui rendent service finalement. Il y a aussi ça, qui nous rendent service et qui lui rendent service. Parce que finalement, si une personne, elle te grignote parce qu'elle va trop loin, parce que tu as mal posé tes limites, ça casse la relation. Il y a un truc après enfin, tu sens que la relation, elle a une moins bonne qualité. Et c'est tellement important d'avoir une bonne relation avec ses clients que, je me dis toujours, bon, bah, dans la vision d'ensemble pour la qualité de l'accompagnement dans son ensemble, j'ai vraiment cette responsabilité-là aussi de, bah, justement, on parlait de l'acheter tout à l'heure. Bah, je parlais de l'acheter, bah, c'est de, de prendre la responsabilité et d'oser dire qu'il y a un truc où on sent que là, il y a quelque chose qui nous a titillé en tant qu'accompagnant, quoi. Quitte à justement reconnaître aussi que peut-être on n'a pas été clair au départ sur certaines limites ou sur certains détails, je sais pas, de l'accompagnement et de réajuster. Parce que c'est ça, en fait, finalement, c'est qu'on est dans des... Enfin, c'est vraiment subtil, les relations entre humains. Donc, c'est quelque chose qui nécessite finalement toujours de réajuster tout ça pour maintenir un équilibre qui soit opportun pour tout le monde, quoi. Et ça passe, à mon avis, par le fait d'oser dire les choses et,
et d'avoir aussi une capacité, comme tu disais, hein, de d'oser se regarder soi et de dire, bon, dans quelle mesure c'est de ma responsabilité ce qui se passe là? Et c'est pourquoi j'ai permis ça? Comment ça se fait que j'en suis arrivée là? Et c'est par l'expérimentation, je trouve, que tu es en capacité après de réajuster. Et si tu te plantes pas au début, s'il n'y a pas des moments où, justement, en plus par volonté de bien faire et tout, au début, tu peux avoir tendance à avoir du mal à poser ces limites-là. Sans l'expérimentation, je pense que tu t'apprends pas. Donc, à mon avis, c'est normal à des moments Oui. de se casser la gueule un petit Et peu sur ça dans dans les par- relations, quoi. pour une généralité un peu plus globale, je sais pas si c'est dit, euh, quand on a tendance aussi à se projeter dans la réaction de la personne. C'est-à-dire que on dit, ah, mais si je lui dis non, ça a l'air d'être important pour elle ou Mm. X raison. Et en fait, souvent, c'est ce qui peut aussi bloquer à ne pas oser dire non. Alors qu'en fait, ça se trouve, la personne, elle a juste posé une question comme ça ou elle a tenté un truc parce qu'elle s'est dit pourquoi pas. Et en fait, tu lui dis non, elle va dire, ah, ok, et ça passe à autre chose. Mais nous, on projette, on se dit, ah, ça se trouve, elle va le prendre, elle va se vexer ou ça va mal se passer, etc. Ce qui fait que du coup, des fois, on peut avoir tendance à ne pas dire non ou ne pas oser dire non. Et c'est vrai que ne pas penser forcément à... Alors, des fois, c'est bien aussi d'imaginer les conséquences qu'il peut y avoir, mais je parle sur des sujets un peu plus légers. Des fois, juste ne pas se projeter sur potentiellement le prendre ou quoi, fait que... Parce que ça... En fait, je pensais à ça parce que l'autre fois, on parlait justement du fait de oser demander des choses simples, tu vois, d'avoir un peu plus de demandes, ne serait-ce qu'à l'hôtel, par exemple, si tu veux demander un truc qui est potentiellement possible, mais tu ne sais pas si c'est possible, juste le fait de le demander, ça se trouve, on va te dire non et c'est OK, et ça se trouve, on va te dire oui, et du coup, tu vas beaucoup mieux vivre une expérience, etc. Et je pensais à ça, qui fait que du coup, en fait, juste des fois, les gens, ils te demandent parce que potentiellement, c'est possible, ça dérange personne et ça va le faire, quoi. Et si on te dit non, tu dis, c'est pas grave. Et du coup, se mettre dans cette optique-là potentiellement, c'est pas grave de dire non et que la personne ne va pas mal le prendre, ça peut aussi aider les gens qui n'oseraient pas, du coup. Voilà. C'était pour revenir sur un sujet que je pense qui était important, de préciser que des fois, on s'imagine des trucs de fou alors qu'en fait, Mm. pas besoin, Ah quoi. bah ça, notre cerveau, il est fort pour imaginer des scénarios pas possibles et qui parfois n'ont pas de Ah non. manifestation dans la réalité, quoi. Ça, c'est clair. Et, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent tenter aussi de c'est grappiller un petit peu et juste dire non. Des fois, ils savent qu'ils sont un peu dans l'abus et ils vont juste dire ok, il a dit non, c'est ok. mais c'est normal aussi parce Hmm. que forcément, tu testes dans une relation Ouais. ce qui est, Et c'est pour ça, ouais, c'est bien ouais, de penser à ça, ouais, je pense. jusqu'où tu peux aller, ce que tu peux faire ou pas. Je pense notamment, moi, à titre personnel, je suis accompagnée par un psychologue. Je sais que j'ai aussi déjà testé des choses avec lui, dans le sens où, alors tout bête, hein, mais par exemple, dans les messages, il écrit toujours Bonjour Madame Keck. Moi, je sais que j'ai toujours répondu Bonjour Julien, parce qu'il s'appelle Julien. Et, jusqu'au jour où on l'a évoqué, ça, et en rigolant, bon, on a dit que c'était peut-être écart de génération ou quoi. Et puis finalement, maintenant, la dernière fois, c'est pour qu'elle ait des rendez-vous hein, quand on s'écrit. Il m'a écrit Bonjour Manon. Et moi, j'étais contente parce que je me suis dit, ah, c'est un petit truc dans la relation là qui s'est. Mais c'est parce que je suis allée tester un petit peu, quoi. Donc, comme je me vois expérimenter ça, je me dis, forcément, les clients, ils font pareil. Ils testent jusqu'où va la relation et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ou pas. Et, c'est ça, c'est des petites. C'est très subtil, quoi. Je me suis posé cette question-là, parce que des formations professionnelles de la photo, t'appelles les gens par leur prénom, tu poses la question du tutoiement assez vite. La question du tutoiement, je la balaye quand je suis en face des gens, ça dépend en fait. Mais soit ça vient naturellement, soit voilà. Mais tu vois, l'histoire de monsieur, madame, les prénoms, c'était avec ma comptable par exemple. En fait, ma comptable, moi quand j'appelais, alors évidemment, quand je lui parlais, elle a un prénom. Donc tu vois, je l'appelais Catherine, en fait, c'est son prénom. Et en fait, elle disait pas Julien, elle disait toujours Monsieur Gage. Non, mais Monsieur Gage, faut pas faire comme ça, tu vois. Je disais, bon, à un moment, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, en fait, allez, le rationnel est comme ça, parce qu'en fait, avec tous ses clients, elle fait ça. C'est très compliqué de, tu vois, la limite, tu dis, bon, je pense qu'avec elle, c'est foutu, on pourra pas, enfin, elle m'appellera pas Julien, tu vois.
Ce sera toujours Monsieur Gage, tu vois, comme toi, tu disais Madame Cake, tu vois. Mm. Puis toi, tu l'appelais. Donc, c'est ce truc-là, je dirais, le respect, il est pas là, en fait. Tu vois, c'est souvent. Euh, ouais, le respect, il est pas dans vouvoiement, tutoiement. Enfin, tu vois, ça a été Non, vraiment un débat. Tu vous vois, tu tutoies les gens, tu dis en même temps, tu peux ne pas respecter les gens alors que tu les vous vois et que tu les appelles madame, quoi, tu vois. Donc, en en fait, tout cas en France, il ouais. n'est Je pas ne dans la sais pas si formulation, mais en Asie, à mon avis, c'est plus cadré que ça dans le langage. En tout cas, au Japon, c'est sûr, tu t'adresses pas n'importe comment selon l'âge de la personne à qui tu t'adresses, etc. Mais clairement, en France, oui, tu as raison. Tu peux être manquer beaucoup de respect tout en vous voyant ou être très respectueux en tutoyant. Enfin, nous, ça ne joue pas là-dessus, hein, j'ai l'impression, mais je fais dans la attention parce française. que, enfin, tu vois, le dernier exemple, c'était avec le gestionnaire de patrimoine. Hmm. Donc, je prends rendez-vous, j'ai au téléphone la secrétaire qui s'appelle Virginie, du coup. Et en fait, quand j'arrive au cabinet, donc on se présente, donc il dit bonjour, Sébastien Rowe, hein. Et donc je dis bah Julien, enchanté, parce qu'il connaît mon nom, mais voilà. Et en fait, Delphine a dit Madame Gage. Wow. Je suis comme ça, je fais ah ouais, putain, je passe là. En même temps, je me présente, j'ai un prénom, quoi, tu vois. Et en fait, il dit oui, est-ce que vous avez vu avec ma secrétaire? Et je dis oui, avec Virginie, puisque ça s'appelle. Tu sais, les gens, ils ont un prénom, en fait. Et je me dis, donc ça, je pense, c'est moi, ma façon de faire, parce que et je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, c'est que quand je parle de mes parents, de l'un de l'autre, je les appelle par leur prénom. Je dis pas papa, maman, quoi. Quand je dis à ma mère, quand je parle de mon père, je dis son prénom. Et l'inverse, quoi. Donc c'est peut-être un truc qui est là depuis longtemps. Faudrait peut-être que je m'allonge sur un canapé pour voir d'où ça vient, tout ça. Mais... Ouais, mais ça m'a fait penser parce que quand tu dis ça, parce que t'imagines, t'aurais dit, vous avez vu avec Virginie? Mais si tu savais pas qu'elle s'appelait Virginie, elle aurait dit, mais c'est qui Virginie? Non, non, Enfin, mais ça, lui, ça- il sait, puisque c'est sa secrétaire, tu vois. Mais, Ouais, mais vous, peut-être que vous ne saviez pas. Dans ce sens-là, il aurait dit, vous auriez vu avec Virginie, non, mais oui, parce qu'on a Virginie, échangé par mail et tout ça, et que je avec, l'avais eu au téléphone, tu vois. Mais Virginie. euh, après, c'est comme ça, c'est, tu sais, des habitudes, des gens qui n'arrivent pas à tutoyer. Tu dis, bon, c'est pas grave, Ouais. voilà. Mais voilà, c'était un petit détail. Bon, ça marche, eh bien, on arrive à la fin, hein, les amis, hein. Franchement, à part moi, mon cerveau qui a bugué là dans les 10 dernières minutes, là, je sais pas ce qui s'est passé. Les fils ils se sont touchés. Bon, ça arrive des fois. Ça arrive, hein, quand t'as plein d'idées qui se bousculent, des fois, les fils ils se touchent et ça sort plus. Donc c'est comme ça, voilà. Donc c'est la vie, comme on dit. Du coup, on va finir avec nos coups de cœur respectifs Ah, les pour de fameux coups de cœur. clôturer cet épisode. Euh, je terminerai par le mien pour clôturer l'épisode ensemble. Donc après, Manon, Seb, Christelle, c'est vous qui décidez de qui commence, qui poursuit. Est-ce que tu as pu réfléchir, Christelle, ou est-ce que tu as besoin de Alors, quelques j'ai des secondes? coups de cœur. Je vais en choisir un. On va dire c'est ma découverte du Portugal en début d'année. Beau pays. Et encore plus, c'est le temps. Quand il fait un soleil magnifique régulièrement, comme dans le sud de la France, hein. Donc, un beau coup de cœur pour des gens qui sont globalement très gentils, patients et qui ont l'art de vivre tranquille. Voilà. Ça, c'est Ouais, mon coup de cœur, on va dire, de l'année. je te rejoins, C'est ma meilleure amie est d'origine portugaise, donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller 2 fois et entourée de Portugais. Euh, c'est des super souvenirs et j'ai beaucoup apprécié aussi la qualité des échanges avec eux, le côté bon vivant, fiesta et tout. Ouais, c'est je suis complètement d'accord avec ton coup de cœur et on embrasse les Portugais. bah, je vais enchaîner. Ouais, Moi, c'est assez basique, mais même j'aurais dit simple. simple, vas-y. Allez. Pourquoi tu dis ça? Bah, C'est pas du tout simple et non, basique. parce que c'est quelqu'un que je pense que tout le monde connaît. C'est un artiste, c'est Orelsan, que je trouve Eh, exceptionnel. j'ai écrit avant que tu le dises.
Avec simple et basique, bah Ouais, oui, là, ouais, il y ouais, avait j'ai des écrit mots. Orelsan. C'était un petit coup d'œil. C'est musique. Du coup, ouais, qu'on a déjà vu en concert, qu'on va revoir 2 fois en concert bientôt, et que je trouve vraiment exceptionnel de par ce qu'il fait, de par les paroles qu'il peut transmettre dans ses chansons, etc. On dit pas deux parts en français. Bon, bah, On dit part. avec les chansons qu'il fait. Et pour l'avoir déjà vu en concert, ça vaut vraiment le coup. La voix, c'est pareil, et puis l'ambiance est exceptionnelle. Et ouais, on a vraiment pris beaucoup de plaisir quand on l'avait déjà vu, donc c'est pour ça qu'on va le revoir 2 fois d'ailleurs. Donc si vous n'avez jamais eu l'occasion et que vous aimez potentiellement Ben, en fait, ce qu'il fait, il va être en tournée en 2026, en fait. C'est pour ouais, ça quoi. ça vaut vraiment le coup d'aller le voir en concert. C'est assez exceptionnel. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous Bah invite là, à aller écouter quelques chansons de lui déjà. Et puis, bah, son dernier album vient de sortir et celui d'avant, pour le concert, là, il était assez poignant, hein. ouais, Il, puis il est assez poète des mots, enfin, oui, je trouve, hein, franchement. c'est assez subtil ce qu'il fait. Et puis, ça, de ce qu'on peut voir de lui, en tout cas, parce que je ne le connais pas personnellement, ça a l'air d'être quelqu'un qui est assez simple, qui est assez touchant dans ce qu'on a pu voir dans ses vidéos, dans ses reportages qu'il a fait. C'est quelqu'un d'humain et tout. Donc, ouais, il ne se prend pas la tête. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, moi, chez les artistes. Hmm. On sent voilà, que c'est une belle personne, quoi. Donc, après, voilà. De ce que je peux en voir, de ce que j'ai pu entendre, en tout cas. Je ne le connais pas, personnellement. Donc, on le verra, Je nous, lui ai du touché la main coup. une fois. Tu lui as touché la main? Bah oui, il est passé. Ah, je ne me rappelais plus. Bref. Du coup, oui, on le verra donc en mars à Orléans. Et après, il fait une tournée bah, en France et il termine avec. C'est quoi déjà? Il termine avec Bercy? Ouais, Bercy. Donc, la- comment ça s'appelle Bercy maintenant? L'accord Hotel Arena. L'Accor Hotel Arena, voilà. Et il y reste pendant, je ne sais pas combien, plus d'une semaine, je crois. Mais c'est des bons moments, en tout cas, ouais. On avait prévu de le voir à Orléans, et puis c'est après que la sœur de Sébastien a dit ah, bah, on se retrouve tous à Bercy. Donc, du coup, on va le voir 2 fois l'année prochaine, normalement. Voilà. Et ben, alors, moi, du coup, hier, j'ai ressorti la liste des coups de cœur. Parce que, alors, vas-y, Julien, explique la liste des coups de cœur. Ah bah oui, mais c'est-à-dire qu'à chaque épisode, à part À celui part de... ceux où on est tous les trois, ouais. ouais, c'est ça, à part le 21 ou 20 ou 21, il y a ouais, à chaque fois, bah, depuis le début, des coups de cœur à chaque épisode. Donc 4 coups de cœur à chaque fois, donc multiplié par 20 et quelques, donc on est quasiment à la centaine de coups de cœur différents. Ce qui est fou, c'est que au niveau des coups de cœur des invités, comme ils ne se connaissent pas, on n'a pas de coup de cœur commun, ce qui est quand même Non, incroyable incroyable. depuis le début. Mais bon, je peux dire, à un moment donné, statistiquement, ça risque d'arriver, quoi. Ouais, c'est sûr. Et surtout que nous, Donc, on en ressort à ouais. chaque fois trois et tout. Et non, c'est vrai que c'est très, très varié. Et du coup, donc, hier, je suis allée vérifier quand même la liste de coups de cœur pour voir si je ne l'avais pas déjà dit. Et ça m'a surpris que je ne l'ai pas déjà dit, donc je vais le dire. Je suis donc une fana, moi, du Seigneur des Anneaux. J'étais persuadé que tu l'avais déjà dit. Eh ben non. Et donc, là, je me suis refait la trilogie. Et je ne sais pas si c'est très facile d'accès à des personnes qui n'ont pas baigné dedans. Mais moi, alors, c'est vraiment une trilogie. Bah, c'est simple. Pour moi, c'est ma trilogie préférée de tout. Enfin, désolé, hein, mais pour moi, ça surpasse Harry Potter de large, large. Enfin, voilà. Ou les Star Wars ou quoi. Pas grave si je me fais des ennemis, mais moi, je suis vraiment team Seigneur des Anneaux. Et donc, bah, hier, là, j'ai terminé à 1 h du matin parce que c'est passé sur TMC. Donc, un peu tardivement, le retour du roi, parce qu'il est très long. Et j'ai fini en larmes d'émotion, tellement je trouve ça beau. Donc, je me suis dit, c'est pas possible que j'ai pas mis un jour ça dans les coups de cœur, parce qu'en fait, ça fait partie de moi, ce film-là. Mais pour la petite histoire, ils sont sortis en 2001, le tout premier. Et bon, j'ai dû le voir à 11 12 ans. Donc, j'ai grandi avec la trilogie qui sortait bah, quand j'étais au collège et tout. Donc, pour moi, bah, ça, je pense que ça m'a laissé des traces, quoi. Donc, je ne sais pas du tout pour quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu se retrouver devant, qu'est-ce que ça peut faire, mais ça vaut le coup d'aller gratter un petit peu. Ça n'a pas trop mal vieilli, en plus, Non, même les effets visuellement. spéciaux et tout, je Ouais. trouve que Ah, ça dégueulasse, porte tu ne dis bien. pas, ouais, c'est des trucs de vieux, quoi. Non, Donc non, ça va. vraiment.
C'est assez surprenant même. Je me suis même dit, bah, dis donc, à l'époque, ils avaient quand même dû mettre le paquet pour tout ce qui est effets spéciaux et tout, parce que ça reste regardable combien de temps après? Plus de 20 ans 25 après, ans quoi. 24 quasiment. ans. Mm. Mm. Donc, Donc voilà, ok, mon coup de cœur. trilogie. Ça marche. Mais du coup, alors moi, je vais conclure avec le mien de coup de cœur. Alors, c'est un concept, si on le lit comme ça, c'est un peu glauque, mais je trouvais le concept pas mal. Alors, pour l'instant, il y a une seule personne qui est passée. C'est sur Netflix. Ça s'appelle Famous Last Words. C'est un dernier mot. Le concept. Donc, c'est un journaliste documentariste américain qui a, là, il est en train d'en faire d'autres. Là. Il interviewe des gens qui ont plus de 80, 85, 90 ans. Il fait une interview avec eux et en fait, il ne diffuse l'interview que quand ils ne sont plus là. Hmm. Et la première, c'est avec Jeanne Goodall, Ah ouais, celle qui d'accord. s'occupe des chimpanzés, entre autres. Enfin, elle est Mm. connue pour ça. C'est dingue. Vraiment, enfin, c'est fou, en fait. C'est-à-dire qu'elle raconte des trucs et tu te dis, ouah, maintenant qu'elle est plus là, ça, la puissance, en fait, du message, il est décuplé, en fait. Donc c'est vrai, quand tu lis le truc, au début, tu dis, waouh, c'est chaud. Et puis au final, tu te dis, ça fait une espèce d'interview testament, en fait. Et je sais pas qui vont être les prochains. Mais en tout cas, il y en a déjà qui ont donné leur accord. Bah, en fait, voilà, quand tu arrives à On- 85, voilà, à moins de te prendre pour Dieu, à un moment donné, tu sais qu'un jour, ça s'arrêtera. Et on est d'accord que quand eux, ils enregistrent, ils sont au courant que ça sera diffusé que quand ils seront Bien morts ou sûr. pas? Ouais, Ok, ok, ouais, ils ont c'est pour donné être leur sûr. accord, ils Ok. savent, et puis il le dit dès le Ok. début, tu vois, sur l'interview, il dit, voilà, c'est un truc spécial, vous êtes au courant que ça sera diffusé quand vous serez plus là. Et voilà. Ok. Et après, bon, c'est une interview, voilà, faut l'écouter. Enfin, moi, j'avais déjà écouté des interviews d'elle vivante. Maintenant qu'elle est partie, cette interview-là, elle a une autre dimension, en fait. Hmm. Donc, voilà, ça s'appelle en français Un dernier mot. Ok. Et c'est Stylé. sur Netflix, là, et le Ah ouais, premier. on n'avait En pas plus, vu ça. Ça. c'est bien produit, quoi. En fait, c'est au-delà de ça, ils ont mis ça dans un bel écrin. Enfin, c'est bien fait, quoi. C'est un vrai concept. Voilà. Moi, j'ai adhéré. Voilà. Je voulais juger sur pièce, quoi. Ça Voilà. marche. Trop bien. Eh bien, écoute, Christelle, merci pour ce moment ensemble. Hmm. Avec plaisir, Julien, Manon et puis Sébastien. Je ne savais pas que vous alliez être trois à l'émission. Je T'avais pense. pas tout dit? Oh, bah, j'ai suivi il y a longtemps, puis là, je me suis dit, Julien me propose. Je fais oui, il n'y a pas de problème. Dans le podcast, celui-là, on est toujours tous les trois plus un invité. Hmm. C'est le, Non, mais c'est bien. c'est le concept du départ et on lâche pas le morceau. C'est pour ça qu'il faut caler nos dispos communes avec celle de l'invité, mais on y arrive toujours. La preuve, on a réussi Ouais, à c'est échanger bien. aujourd'hui. Donc, Non, puis comme je te disais, Julien, tu habites à côté de chez moi, j'ai pas réussi à te voir et il faut que je fasse un podcast pour discuter avec toi. Donc écoute, voilà. c'est comme ça. Après, le hasard des choses, j'étais pas très très dispo ces derniers mois. Moi non plus. J'étais pas très dispo dans ma tête, en fait, on va dire plus. Ah. J'avais Hmm. pas très envie de côtoyer d'autres gens. J'étais pas en bonne phase, mais ça, c'est la vie. On apprend à ce qui paraît avec l'âge. Donc voilà. Il faut se respecter. Donc voilà. Maintenant, avec plaisir, vu qu'on n'est pas très loin, il suffit juste de caler un moment, un déjeuner dans l'agenda et ça fonctionne. Pas de problème. Avec On plaisir. fait ça. En tout Eh cas, ben, les amis, on se retrouve le mois prochain Yes. avec un ou une nouvelle invitée. Ça sera le 15 du mois prochain. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast à voix haute.